Salut Laurent, Salut, bonjour, comment vas-tu? très bien. Donc, merci de ton invitation à ce qu'on discute et puis qu'on montre aux gens notre échange. Euh, et je suis ravi. Alors, on a mis un peu de temps pour le mettre en place, mais voilà, ça y est, on y est arrivé. Donc, je t'écoute. Je suis ravi de répondre à tes questions. Bah oui, c'est un projet de long terme. Je tenais vraiment à t'interviewer parce que j'ai fait des formations avec toi. J'ai fait des formations au début d'année et là, je suis actuellement en train de suivre la formation que tu fais sur la détox relationnelle. Oui, Et vraiment, il y a beaucoup de choses qui m'ont beaucoup aidée, que je trouve très intéressantes, donc je voulais les partager. Voilà, ma principale motivation. Et bah, du coup, il y a encore plus de... Ce qui est intéressant, c'est que j'ai encore plus d'expérience, entre guillemets, par rapport à ce que tu proposes. Donc, c'est bien que l'interview, elle intervienne maintenant, finalement. Je trouve que c'est... d'accord. Oui, tu es pas novice, tu viens avec une expérience de base et tu vas m'interviewer avec ça. C'est vrai que ça change les choses aussi. J'ai déjà fait des interviews, mais les personnes, c'était pour me découvrir en fait. Toi, tu connais bien ce que je fais et tu as envie d'en montrer ce qui t'a intéressé. Ouais, puis d'approfondir aussi, parce que j'ai certaines, quand même, j'ai certaines questions. En fait, dans ce dont je voudrais parler, bah, il y a l'échelle émotionnelle qui est quand même un des principaux outils que tu utilises, Oui, qui est essentiel. Et c'est vrai que faire la différence entre les pensées, les émotions, les sensations, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et tu insistes beaucoup là-dessus. oui, Il y a quoi aussi? Bah, il y a la structuration du mental avec l'importance de la sémantique, que tu oui, abordes beaucoup. oui, Euh, L'importance de bien choisir ses relations aussi, oui, oui. tu insistes beaucoup là-dessus. Et il y a d'autres sujets aussi que j'avais envie d'aborder avec toi qui sont, où je voulais approfondir ton avis. C'est par rapport à tout ce qui est comment on fonctionne en fait, comment on considère l'importance à la fois de la sphère individuelle et la sphère collective. C'est-à-dire ne Mhm, pas, bah, en gros, c'est important de penser à soi parce que c'est nous qui vivons dans notre peau toute notre vie. Et puis en mhm. même temps, bah, on vit dans un monde où on est en relation, il y a d'autres gens. Et comment tu considères, voilà, comment tu considères cet aspect-là? Et puis aussi, tu parles souvent de l'importance parfois d'être radical. Et donc, tu expliques bien ce que c'est pour toi être radical. Donc, c'est aller à la source des choses, si j'ai bien compris. Oui, Et ce que ça veut dire étymologiquement, radical, c'est aller à la racine. voilà. Et en même temps, dans certaines approches, enfin, moi, je considère que c'est aussi important de prendre le temps, d'aller doucement, d'aller progressivement dans certaines choses, ne serait-ce que par rapport aux mécanismes qui ont été mis en place. On a mis parfois longtemps à mettre en place des choses et voilà, je voulais que tu permettes de faire un lien entre les deux, c'est-à-dire, je pense que les deux sont nécessaires, mais alors comment on les met en lien, comment on unit ces deux notions-là? Ça m'intéresse aussi que tu parles de ça. Ok. Voilà, on a Le le temps. programme est intéressant. Allons-y. Donc déjà, si tu peux te présenter un peu pour les gens qui ne te connaissent pas. Alors, je vais faire d'abord une version courte, puis si tu as des questions sur des aspects qui te sont plus importants, tu me dis. Donc moi, j'ai été ingénieur en informatique pendant 10 ans. Donc, ça a été ma vie normale, entre guillemets. C'est comme une première vie pour moi où avec le recul, j'estime que j'étais pas du tout heureux, même si j'aurais dit que j'étais heureux si tu m'avais posé la question à l'époque. Mais j'étais plutôt satisfait. Je fais une grande différence entre le fait d'être satisfait, d'être heureux, et puis même après d'être en plénitude. Et donc, simplement, bah, sans me rendre compte, j'étais conditionné. Je menais la vie pour laquelle j'avais été programmé et je la menais avec succès. Donc, j'avais l'impression que tout allait bien. Et de fait, j'avais pas de souffrance, hein. Quand j'ai arrêté ça, c'est pas parce que je souffrais, c'est juste qu'à un moment donné, au niveau des valeurs, c'était plus possible pour moi. J'ai travaillé dans à peu près dans beaucoup de grandes boîtes en informatique. Euh, et, euh, et pour moi, je vais pas rentrer dans le détail, mais au niveau de l'éthique, au niveau des valeurs, c'était pas possible. Et comme c'est important pour moi, ben, j'ai pris la décision de sortir de ce monde-là en me rendant compte, c'est un peu là probablement que je généralise, mais je pense que dans le monde du travail, il y a beaucoup trop de priorités mises sur finalement sur les flux financiers.
et qui sont toujours la priorité. Et du coup, forcément, tout le reste des valeurs passe au second plan. Donc, ce système ne m'a pas convenu. Et donc, j'ai voulu à la fois trouver un métier qui me correspondait. Mais tu vois, dès le début, on est sur l'individuel et le collectif. Hein, tu as évoqué ça. Mais aussi, je voulais plus participer à une société qui me convenait pas. Donc, je voulais non seulement, moi, trouver un métier qui me plaisait, mais aussi participer à autre chose. Ne plus, en tout cas, participer à ce que je trouvais pas valeureux. Et donc, j'ai fait une formation de psychothérapeute pendant 4 ans. Où là, ça a été très, très intense en termes de formation. J'ai fait aussi de l'art-thérapie. Enfin, j'ai fait aussi une formation d'art-thérapeute, d'ailleurs, en parallèle. Donc, j'ai fait les deux. Ce qui a développé ma culture de la psychologie, on va dire, parce que même si j'ai aidé toute ma vie, si les gens sont toujours venus vers moi, j'avais pas de culture de psychologie avant. Et pour autant, j'ai jamais fait, moi, de psychothérapie. Donc, en chemin, j'ai découvert ce que j'appelle l'échelle émotionnelle. Tu en as parlé. Et j'ai rapidement commencé à aider avec ça. Je ne sais pas si on rentrera dans les détails, mais pour moi, c'est une autre approche que les thérapies transférentielles. Et c'était important pour moi que la personne, elle ne dépende pas de moi. Donc, ce qui me plaisait pas, même si je le respecte, mais ce qui me plaisait pas dans les approches que j'avais apprises et que j'observais de l'aide, c'était la dépendance qui se créait entre le thérapeute et le patient. Et pour moi, c'est tout le contraire que je voulais faire. Je voulais aider les gens à être souverains, à être libres et pas du tout à dépendre de moi pour des années. Donc, heureusement, parce que c'est bien beau après de vouloir quelque chose, mais il faut réussir à le mettre en place. Mais les outils que j'ai découverts, l'échelle émotionnelle, et puis tu as déjà évoqué l'importance de s'entourer et comment on dépasse psychologiquement les choses, donc avec de la sémantique, avec de la conscience du mental et avec des actions. Tout ça m'a permis de réaliser ce que je voulais, c'est-à-dire d'aider les personnes sans qu'elles dépendent de moi, sans que ça dure des années souvent moyennement fructueuses ou infructueuses. Donc maintenant, ça fait presque 19 ans que je fais ça. Mon approche, elle a évolué, même si l'échelle émotionnelle a été là depuis le début. Maintenant, j'appelle ça l'approche être, c'est-à-dire que c'est un sigle. Hein. Le premier E, c'est l'écoute émotionnelle. Le T, c'est la transformation sémantique. Le R, c'est la révision comportementale. Et le dernier E, c'est l'éthique personnelle. Peut-être encore une fois, on détaillera. Là, je te dis les choses en gros. Et voilà. Et du coup, à la fois dans ma vie, j'ai essayé de mettre en place des modes de vie alternatifs et dans ma façon d'aider les gens, j'ai essayé d'être calé sur cette société. Donc pour moi, c'est un tout, que ma vie à moi personnelle, que mon métier, le mieux possible. C'est très compliqué dans la société actuelle de faire différemment. On va toujours nous ramener dans les clous. Mais le mieux possible, j'essaye d'avoir une intégrité, d'être en phase avec tout ça et que tout ça est une forme de cohérence. Voilà ce que je peux dire. Donc, du coup, j'ai aidé de plein de manières. Puis, alors, euh, l'évolution la plus récente, c'est la rencontre avec ma compagne Durga, parce que pour la première fois, on aide ensemble. On a aussi des approches, l'accompagnement, la détox relationnelle dont tu parles. Donc, Durga, elle fonctionne de manière très différente de moi, mais sur les valeurs et sur ce qu'on veut pour aider les gens, on est totalement en phase. Et donc, on essaye d'aider tous les deux. Et évidemment, ça transforme aussi ma pratique et ma façon d'aider, même si c'est pas le seul axe. Je continue d'aider moi tout seul, mais aussi à cette partie qui vient d'aider à deux thérapeutes. Et avec elle, elle a un axe énergétique très intuitif et ça apporte ce complément dans mon approche. Voilà une présentation. Je ne sais pas si elle est vue comme courte ou longue, mais j'ai fait un maximum de synthèse. Elle te ressemble bien. Enfin, moi, ça me. Si, si, ça me semble juste, ni trop long, ni pas assez long. Je suis en train de penser à une petite phrase qui revient souvent dans tes vidéos et dans ton approche, c'est le réel est plus fort que toi. Et j'ai le sentiment, pour moi, l'expérimenter, pour me borner et me cogner à beaucoup de murs souvent. Dans ma vie, je me suis cognée à pas mal de murs. Et j'ai vraiment compris d'où ça venait, notamment à travers cette phrase, c'est que, enfin, tu vas en parler de cette phrase, le réel est plus fort que toi, mais c'est vrai que souvent, en fait, on perd énormément d'énergie à lutter contre des trucs sur lesquels on ne peut rien faire.
et on n'utilise pas assez notre énergie pour des choses sur lesquelles, justement, on a du pouvoir de choix, quoi. Et, Ils ont- dans une des questions que je voulais te poser, c'est quel est selon toi ce qui bloque, ce qui manque le plus pour que les gens aillent bien ou souffrent moins? Et c'est vrai que bah, c'est cette phrase qui arrive, en fait. Quand je te pose cette question, j'ai l'impression que c'est un peu ce dont tu vas parler, notamment. Oui, parce que cette phrase, la seule chose qu'elle dit, en fait, c'est elle encourage à être en harmonie avec le réel. Le réel étant pas seulement les choses extérieures, je fais partie du réel. Donc, que je sois clair avec ma réalité intérieure, est-ce que je vois bien qui je suis, est-ce que je vois bien ce que je fais, est-ce que je vois bien ce que je pense, est-ce que je vois bien ce que je ressens. Bref, est-ce que j'ai de l'amour, de la conscience pour moi? Pour moi, l'amour et la conscience, c'est ce qui voit, c'est ce qui regarde avec attention. Et évidemment, est-ce que mon regard sur le monde, lui aussi, il est clair et comment je pourrais dire, intègre, et est-ce qu'il est fidèle au monde? Et dès que je laisse mon mental ou mon système émotionnel distordre le réel, forcément, je me prends des murs. L'humain le plus heureux, c'est celui qui sait s'adapter, en tout cas s'harmoniser avec le réel. Et donc, le réel est plus fort que toi. C'est juste pour rappeler que le réel, lui, va pas changer. S'il y a quelque chose qui va pas, c'est toi qui dois changer. Après, attention à bien identifier le réel, du coup, parce qu'il y a des choses qu'on croit qui ne peuvent pas changer, alors qu'elles peuvent changer. Donc, du coup, il y a une phrase très fréquente, je ne sais plus l'auteur, et il y en a peut-être plusieurs qu'on voit régulièrement sur les réseaux sociaux, qui en gros dit, euh, qui invite à accepter ce qu'on ne peut pas changer et changer ce qu'on peut changer. Donc, du coup, la distinction de où est-ce que j'ai du pouvoir et où est-ce que je n'ai pas de pouvoir, c'est hyper important. Pour moi, c'est ça la base de la vie. Il y a des choses que je ne peux pas changer. Et donc, la seule solution, c'est de les accepter. Pas forcément de me résigner ou de me soumettre, mais accepter que ça existe et que ça existe comme ça et pas autrement. Et ça changera pas. Et donc là, je ne peux qu'être dans le lâcher-prise vis-à-vis de ce qui existe et voir comment je suis en relation avec ça. Il y a toujours plein de manières d'être en relation. C'est pour ça que je dis, hein, l'acceptation, c'est absolument pas forcément la résignation, la soumission ou l'accord. On peut accepter quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord, avec lequel auquel on ne se soumet pas. Ça, c'est possible. Mais ça n'est possible que si on l'accepte. Sinon, on ne va être que dans la plainte, dans la position de victime, et on se plaint du réel. Mais bon, on peut s'en plaindre tout le temps, ça ne changera pas. Et par contre aussi, il y a des choses que je peux changer. Il y a des choses sur lesquelles j'ai du pouvoir. Et du vrai pouvoir, hein, pas du pouvoir de manipulation. Je parle vraiment de ma puissance et c'est petit, hein, c'est mon corps et c'est ce que je fais avec mon corps en fait. Hein, dans tout l'univers, mon espace de pouvoir, il est tout petit. Mais souvent, je peux enfin, on peut ne pas utiliser ce pouvoir-là parce qu'on focalise sur l'extérieur et on râle de ce qui ne va pas dehors au lieu de faire avec ce qu'on a et de faire avec ce qu'on peut. Donc, du coup, ça me semble une base de bonheur de dire, OK, là, je ne peux qu'accepter parce que je ne vais pas pouvoir modifier, mais là, c'est ma responsabilité. Là, je modifie, là, je change, là, j'évolue, là, je transforme, là, je pose des actes. Parce que sur cette partie-là du réel, j'ai de l'action. Et puis, du coup, je vais faire, moi, le pont du collectif, puisque dès le début, tu as dit. Et puis, il y a encore une troisième nuance. Il y a des choses qu'on ne peut changer que collectivement. Moi, tout seul, je ne peux pas changer. Mais si on est un collectif, on peut changer. Et donc, c'est important. Voilà, il y a les choses que je, individu, ne peut pas changer, les choses que je, individu, peut changer, et les choses que nous ne pourrions changer qu'en collectif. Et donc là, ça va nécessiter la capacité, ce que nous avons énormément perdu en Occident, de créer un collectif et de co-décider et de co-agir en collectif. Et ça, c'est une dimension hyper importante. Et je crois qu'elle n'existe plus dans la pensée occidentale. Ou alors elle existe que pour les dirigeants qui, eux, savent se réunir et savent orienter la société. Mais les citoyens là-dedans, on dirait qu'ils ne savent plus faire. En fait, il y a plein de réseaux sociaux, mais le réseau humain en tant que tel, il est pas, il manque de réseau justement, quoi, entre guillemets, de fraternité, agir ensemble, de partage, de Oui, mise en commun. oui. Et puis le réseau, c'est juste le support. Mais Mm. après ce support, est-ce qu'il va produire de la codécision et de la coaction ou de la co-création? C'est ça que nous ne savons pas faire. C'est un peu comme, et c'est pareil à l'échelle individuelle. Je peux avoir compris tous mes problèmes. Je peux avoir fait une psychanalyse pendant 15 ans, mais est-ce que je suis capable de prendre une décision et d'agir?
C'est ça qui va faire la différence. On va y revenir sur la question du temps que ça prend de changer ou pas. Mais et là aussi, on est coincé collectivement, mais on est coincé individuellement. Je rencontre très fréquemment des personnes qui arrivent à avoir l'équivalent du réseau, c'est-à-dire ils ont un bon réseau d'eux-mêmes et ils se connaissent bien, ils se comprennent bien, ils voient les liens avec le passé, mais il n'y a pas de décision et d'action. Et donc, on en reste à tourner dans les schémas de répétition. Ok. En fait, il y a tellement de sujets que je ne sais même pas. C'était la réponse sur le réel est plus fort Ouais. et le rapport avec là, on a du pouvoir, là, Il y on n'a a- pas de pouvoir. Alors, il y a des trucs qui me sont venus pendant que tu parlais. C'est un truc auquel j'ai pensé, c'est la confiance. J'ai l'impression qu'on a perdu ce rapport de confiance. Il y a beaucoup de méfiance qui s'est installée. Mhm. Euh, et voilà, c'est ce qui m'est venu pendant que tu parlais. Est-ce qu'en Occident, selon toi, on doit totalement apprendre ou est-ce qu'on a perdu? C'est une notion de confiance. Ou, cette notion de réseau, cette notion de collectif, cette notion de... Je suppose que tu parles beaucoup des... Enfin, c'est les peuples amérindiens, hein, toi, je crois, hein, qui t'inspirent beaucoup dans... Alors, non, pas seulement. En tout cas, Ouais, alors, juste aussi une précision, quand moi je ouais, parle de l'Occident, c'est juste pour être rigoureux et pour pas mettre ce que je pense être propre à la culture occidentale sur le dos de toute l'humanité. C'est ouais, juste ça. d'accord. Après, attention, il n'y a pas que les Occidentaux qui ont les tares que je décris, mais je Mm. prends la responsabilité de ma culture, du système où je fonctionne, et donc je ne veux pas parler de toute l'humanité, je ne veux pas faire de généralisation. Je veux juste, voilà, c'est pour ça que je parle d'Occident. Je veux pas cibler l'Occident en opposition à d'autres cultures. C'est juste que je prends la responsabilité en tant qu'occidental. C'est pour ça que je parle de ça. Après, moi, effectivement, je suis simplement attiré par ce qui me semble être des sociétés qui ont fonctionné et qui ont été pacifiques avec eux-mêmes et avec l'environnement. Et alors, c'est vrai que dans ce que j'ai rencontré, mais c'est difficile parce que c'est des cultures que justement l'occidentalité, et pas seulement l'occidentalité, mais l'occidentalité a détruites. Et d'ailleurs, c'était un problème du coup de ces cultures. Elles ont été facilement détruites par des cultures violentes, envahissantes, irrespectueuses, manipulatrices aussi. Mais il y a eu énormément de cultures sur la planète, plutôt tribales, plutôt avec des notions spirituelles que religieuses, mais qui me semble, alors elles avaient leur propre tare, hein, il ne faut pas les mettre sur un piédestal, et puis elles sont hyper variées aussi, souvent on ne les connaît pas, on ne s'intéresse pas, il y en a énormément et très différentes. Mais oui, en Amérique, mais en Australie, en Afrique aussi. Je connais moins finalement les cultures européennes et américaines parce que en Europe, rapidement, s'est installé ce que je vais moi appeler l'occidentalité. Donc, on est moins relié aux Celtes, par exemple, qui étaient les gens qui vivaient ici sur ce territoire et qui n'étaient pas du tout dans l'occidentalité. Mais voilà. Donc, en fait, c'est simplement, moi, je m'intéresse aux cultures qui m'ont l'air être plus cohérentes avec mes valeurs. C'est juste ça, hein. Mais c'est très complexe d'en parler parce que à la fois, ben, elles sont peu vivantes, mais il y en a encore. Il y a les Kogi qui existent encore. Il y a quand même des cultures qui fonctionnent sans propriété, sans monnaie et avec un rapport entre eux et avec l'environnement que je trouve ça, honnêtement, nous, on est juste en train de tout détruire. On n'a pas un mode de vie sérieux. On vit largement au-dessus de nos besoins. Pour que nous ayons notre mode de vie, bah, il y a besoin d'aller piller des ressources ailleurs parce que les ressources qu'il y a en Europe ne permettent pas de nourrir le mode de vie des Européens. Donc, le problème, il est basique, hein, c'est on consomme des ressources qu'on n'a pas, donc il faut aller les prendre ailleurs. Et soit on est honnête avec ça, et peut-être que les autres cultures n'ont pas envie de nous filer leurs ressources, donc il faut leur voler, il faut manipuler, il faut envahir, c'est ce qu'on a fait. On n'est pas les seuls, hein, mais c'est ce qu'on a fait. En fait, on est dans des modes assez compulsifs finalement. On a besoin de consommer, consommer beaucoup pour Oui. compenser. Moi, c'est ça qui me vient en fait. Et du coup, d'où le fait peut-être d'aller aussi euh, de croire que finalement se remplir, l'abondance, la distraction, ça peut finalement nous rendre heureux, mais c'est comme une fuite de nous-mêmes, une fuite ouais, de trucs un peu plus, de notions un peu plus nourrissantes. Oui, moi, ce qui me vient quand tu dis ça, c'est en fait la conscience, on peut l'investir dans l'être, dans le faire ou dans l'avoir. Et l'occidentalité investit quasiment tout dans l'avoir. C'est une façon de décrire le problème de ça.
Donc oui, du coup, ça implique tous les maléfices de l'avoir et du coup, comme on n'investit pas l'être, tous les bénéfices de l'être ou du faire ben, sont peu investis, sont pas investis. Ou quand c'est investi de manière superficielle. Il y a tout un business de l'être et du faire, le business du bien-être. Mais souvent, je dis bien souvent, pas tout le temps, souvent il reste superficiel. Donc, parce que de toute façon, il y a la prise de l'avoir et puis il y a la pression de notre fonctionnement de base qui est avant tout monétaire et financier. Et ça sera toujours pour nous la base. Et ce sera toujours la pression et la priorité. Et donc, c'est une pression, toi, n'importe quel métier qu'on fait, si au niveau financier, il n'y a pas les entrées suffisantes pour ce que le métier a besoin d'acheter, ben, on ne va pas pouvoir faire ce métier. Donc, la pression, elle est toujours là. Et c'est des pressions que des peuples comme les Kogi n'ont pas. Eux, ils fonctionnent sans monnaie, sans propriété, du coup, ils n'ont pas ces problèmes-là. Donc, il y a des choses qu'on considère comme évidentes, nous, des outils sociétaux qu'on utilise, et je crois qu'on a complètement perdu de vue la pression quotidienne que ça fait sur notre psychologie. Et du coup, on a du mal à s'extirper de ça parce que bah là, pour le coup, c'est un truc qu'on peut changer que collectivement. Je ne peux pas, moi, dire, bon, j'arrête d'utiliser la propriété, la monnaie, ou je peux le faire, mais je vais juste finir en prison. Donc, ça, si un jour on veut le changer, il faudra le changer que collectivement. Un individu ne peut pas changer ça. Ce qui me vient quand je t'écoute, c'est que j'ai l'impression que finalement, on crée des problèmes sur des. On crée, finalement, la manière dont on fonctionne nous crée encore plus de problèmes. On est censé finalement être plus heureux en devenant, voilà, avec la propriété, avec tout ça notamment. Et en fait, on s'enferme on s'enferme du coup dans la pression de ne. Il faut pas perdre ça, alors qu'en fait, on passe à côté de choses qu'on a déjà quelque part. Oui. Et puis, comme tu dis, on ne voit pas les problèmes que nous créons, sous prétexte que nous les créons par conditionnement. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression de créer ça, on a l'impression que c'est comme ça que c'est le réel. Et non, c'est des choix, il y a des humains qui prennent des décisions, mais qui nous programment par le biais du programme scolaire, ça s'appelle comme ça en plus, ou par les médias et par le fonctionnement même de la société. Mais même si c'est par soumission à ce système qu'on prend des décisions et qu'on crée, on le fait quand même. C'est moi qui le fais, même si c'est parce que je fais partie d'un système. Et je vais donner un exemple très précis. J'aime bien les allers-retours qu'on fait entre l'individuel et le collectif. Moi, j'aime bien fonctionner comme ça parce que c'est un tout. Hein. En psychologie et en spiritualité, si on s'occupe que de l'individu, il n'y a pas de conscience. L'individu, il fait partie de l'humanité, il fait partie de la planète. On ne peut pas concevoir l'un sans l'autre. Après, c'est beaucoup plus difficile du coup de raisonner comme ça. C'est beaucoup plus complexe. Mais moi, j'aime bien. Donc, j'ai donné un exemple qui fait ce pont. C'est quelqu'un que j'ai aidé il y a très peu de temps. Et sa demande, c'était elle me disait qu'elle était perdue, qu'elle n'avait pas de direction dans sa vie, qu'elle voulait une direction dans sa vie. Et en deux questions, elle a trouvé elle-même non seulement que ce n'était pas vrai qu'elle n'avait pas de direction, et la direction qu'elle voulait. La première question, c'était, mais qu'est-ce qui t'empêche de trouver une direction. Et tout de suite, elle me dit l'argent. Parce que bah, là, elle est un peu tendue au niveau argent, elle a des charges et elle a besoin de s'occuper en priorité de ça. Et du coup, deuxième question, je lui dis, OK, et imagine que tu n'as plus besoin d'argent. Qu'est-ce que tu vas faire? Et là, elle me dit, ah bah, je veux construire un foyer, une famille, je veux trouver un homme pour faire ça. Et je dis, tu vois, en fait, tu sais ce que tu veux, ta direction, elle est là, mais tu n'es pas en train de le faire parce que tu es occupé à autre chose. Et voilà, typiquement, c'est elle qui crée ça. Mais bien sûr, elle ne peut pas non plus, encore une fois, toute seule s'affranchir du financier, mais elle n'avait pas conscience de l'obstacle majeur qu'elle vivait sous prétexte que ce n'est pas de sa décision, ce n'est pas elle qui en est totalement responsable. Elle baigne dans un système et elle ne voit pas toutes les pressions de ce système sur elle. Mais en deux questions, on arrive à lever complètement quelque chose encore une fois, qui est présent tout le temps et qu'elle ne voyait pas alors que c'est présent tout le temps. Et elle se croit même incapable de déterminer sa direction alors qu'elle avait finalement abandonné ça parce que la pression financière, là, était trop grande, mais sans qu'elle ait conscience de ce phénomène. Donc voilà un cas très précis de relation entre l'individu et la société. Et pareil, on ne peut pas, en tant qu'aidant, sérieusement aider un individu si on ne lui montre pas la pression sociétale. Parce que la pression sociétale, dans ce cas-là, bah, c'est elle qui fait tout. C'est elle qui fait le fait qu'elle se sent perdue, c'est elle qui fait le fait qu'elle croit qu'elle n'a pas de direction dans sa vie, et c'est elle qui fait toutes les décisions et toutes les priorités qu'elle prend
alors que c'est à son insu et que c'est contre ce qu'elle voudrait. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Et ça doit être éclairé. Et en fait, cette couche de pression, elle vient complètement gommer l'accès à nos potentiels, nos ressources, ce dont on a fondamentalement envie. En fait, ça vient créer une espèce de brouillard Oui, c'est ça. ouais, qui fait que de toute façon, on ne pourra même pas mettre en place puisqu'on n'a même pas accès à... Ouais, ça me fait vraiment penser à... Ça me fait penser actuellement, je suis en train de faire un atelier, une formation, enfin des cours avec Fabrice Midal. Je ne sais pas si tu connais Fabrice Midal, mais j'aime beaucoup Non. son approche. C'est l'approche de la méditation, mais elle est engagée. Je trouve qu'elle est engagée, cette approche, parce qu'en gros, il met vraiment en avant, justement, il aide à mettre en avant le fait qu'en fait, on est sous pression, quoi. On est sous pression. Et à la fois, effectivement, c'est une réalité qu'on nous met sous pression, et à la fois, c'est une réalité qu'on est responsable de ça, quoi. Mm. Et que le déjouer ce truc, bah, ça nous permet de nous foutre la paix ça nous permet de commencer à nous foutre la paix. Et en se foutant la paix, là, on peut vraiment s'engager vis-à-vis de soi-même et puis bah, s'engager collectivement. Et enfin voilà, c'est un point qui me paraît assez intéressant à faire parce que ça me fait D'accord. vraiment, vraiment penser à ça, quoi. Et que plutôt que d'essayer d'être un être zen, calme, un bon mouton, quoi, hein, un peu, enfin voilà, bah, en fait, la vraie, voilà, la vraie approche méditative et la vraie approche envers soi-même et le collectif, bah, c'est justement de reprendre conscience au-delà de la pression, moi, qu'est-ce qu'il y a en moi, quoi? Qu'est-ce qui se passe en moi, mes pensées, mes émotions, mes sensations. Et ça passe bah, c'est ce que tu disais, l'amour, finalement, c'est l'intérêt qu'on porte. C'est ça, de ce que je comprends, l'amour pour toi, en fait, ce concept L'attention, en pas tout dans cas. ta sémantique. Ouais. Attention, parce que tu peux aussi avoir de l'attention pour quelque chose qui ne t'intéresse pas. Ok. L'amour, il est inconditionnel. Tu peux avoir de l'amour pour tout. Et c'est important aussi d'avoir de l'attention pour les choses qui ne nous intéressent pas, mais justement, qui font pression. Moi, le système financier, ça ne m'intéresse pas 2 secondes, hein. Si je peux m'en passer demain, je le fais. Mais je mets beaucoup d'attention dessus parce qu'il a une pression sur moi et que je veux comprendre la pression pour pouvoir m'en extirper. Cette notion de pression dont on parle de tout à l'heure, c'est absolument nécessaire d'en avoir conscience. S'il n'y a pas conscience de la pression, il n'y a pas possibilité de la résoudre. Mhm. La seule manière de la résoudre dans sa vie, surtout que j'insiste, c'est que c'est des pressions sociétales, donc c'est pas évident de s'en extirper. Et donc, si on n'a pas une conscience fine de quelle attache j'ai, est-ce que c'est au poignet, est-ce que c'est aux hanches, est-ce que là, je suis dans le symbolique, mais si j'ai pas conscience de l'attache que j'ai avec ça, ben, je peux pas me désattacher. Et donc, la conscience est nécessaire. C'est pas toujours agréable de regarder ça, d'autant qu'on a l'impression, a priori, qu'on peut pas y faire grand-chose. Mais plus on regarde, plus on se rend compte que, ah si, quand même, on peut y faire des choses. On peut pas tout faire, mais on peut faire beaucoup de choses, beaucoup plus que ce qu'on va imaginer si on met pas justement de l'amour et de l'attention, y compris sur ce qui nous intéresse pas. Et je vais même dire, hein, souvent justement, on voit l'amour, parce que là, du coup, on voit l'amour plutôt par ce que ça va avoir comme appréciation, comme intérêt pour nous et comme vécu positif. Mais la plus grande force de l'amour, c'est pas celle-ci. La plus grande force de l'amour, c'est d'éclairer justement l'ombre, les choses qui nous plaisent pas, les choses qui nous conviennent pas, les choses dont on n'est pas fier en nous, et c'est d'éclairer tout ce qui nous intéresse pas, parce qu'avec l'amour, et c'est que avec l'amour que je vais pouvoir avoir connaissance de toutes ces choses qui ne m'intéressent pas, que je ne veux pas, que je déteste éventuellement. Et il n'y a que l'amour qui peut suffisamment connaître ces choses, parce que par contre, mes élans naturels d'envie et tout, ça va pas aller vers ça, ça va fuir ça. Donc, l'outil d'amour, c'est le seul que j'ai pour avoir de la connaissance sur tout ce qui m'intéresse pas, mais ce qui m'intéresse pas, souvent a une pression monumentale. Moi, je rencontre souvent des gens qui me disent je m'intéresse pas à la politique, ou même on m'a déjà reproché sur ma page Facebook, il y a presque plus de choses sur mes activités. J'ai décidé d'être plus citoyen et des fois on me le reproche. Alors que ma réponse est toujours, ben, si toi tu t'intéresses pas aux politiques, eux ils s'intéressent à toi, hein, par contre, et ils mettent beaucoup d'énergie à contrôler ta vie. Donc pourquoi pas, mais est-ce que tu es sûr que c'est pas intéressant d'avoir connaissance de ça? Peut-être pas de t'y intéresser, mais d'avoir connaissance. Ok.
Il y a beaucoup de choses. C'est riche et du coup, ça me donne envie de rebondir sur plein de choses, mais on ne pourra pas parler de tout. Je te laisse dire Euh, une question. En fait, je voudrais vraiment qu'on parle de l'échelle émotionnelle. Et si on prend trop de temps sur le reste, même si j'ai envie de rebondir sur plein de choses, on risque de pas avoir le temps d'en parler. Et ça me tient à cœur parce que l'échelle émotionnelle, en fait, je pense que la plupart d'entre nous, moi, je commence un petit peu à apprendre petit à petit. On sait pas du tout quoi foutre de nos émotions. Est-ce qu'on sait déjà reconnaître ce qui est une émotion, ce qui est une pensée, ce qui est une sensation? Pour moi, ça, je trouve que c'est vraiment essentiel, mais vraiment essentiel de commencer à distinguer l'un de l'autre. Et la fonction des émotions, je trouve que tu l'expliques vraiment très bien. Donc, je te laisse faire. Ok. Alors, je vais commencer par mon inspiration, parce que ce qui m'a le plus aidé à faire la distinction dont tu viens de parler entre pensée, émotion, sensation, et puis il y a ce que je vais appeler l'accès à la conscience, en fait, c'est Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung, il propose un paradigme pour regarder l'humain et pour regarder le fonctionnement de base de l'humain. En français, on a traduit, parce que je pense que c'est en allemand, lisons le truc, en français, on a traduit par SSPI, donc c'est si ma mémoire est bonne, c'est sensation, pensée, sentiment et intuition. Donc pour lui, l'humain, il n'a que soit des sensations, soit des sentiments, soit des pensées, soit de l'intuition. C'est les 4 seules fonctions humaines qu'il a identifiées. Et recevoir ce paradigme, moi, ça m'a énormément aidé. Ça m'a clarifié d'un coup. Tout de suite, j'ai pu caser dans ces concepts toute mon expérience. Je me suis rendu compte que ça collait. Alors, je l'ai un petit peu fait évoluer, parce qu'il y a des aspects là-dedans, mais je dis évoluer, je ne sais pas, parce qu'encore une fois, ne serait-ce que la traduction, je ne sais pas dans les concepts allemands ce que ça donne. Hein. Donc déjà, la traduction a peut-être perdu de la rigueur sur ce qu'il proposait et tout. Mais du coup, pour moi, ce qu'il appelle sentiment, ce n'est pas très clair pour moi. Donc pour moi, c'est émotion. Donc oui, il y a les sensations, oui, il y a les pensées, en tout cas le mental. Il y a les émotions. Et ce qu'il appelle intuition, moi, je vais plutôt parler d'accès à la conscience, qui inclut les intuitions. Mais pour moi, la notion de conscience est plus importante que juste la notion d'intuition. C'est très, très basique, la conscience, mais ça n'est pas une sensation, la conscience, ça n'est pas une pensée, ça n'est pas une émotion. Le plus simple que je peux faire pour décrire cette conscience, qui est vraiment une fonction humaine, c'est, là maintenant, vous pouvez le faire aussi, est-ce que j'ai la sensation de mon talon gauche? Si j'ai la sensation maintenant, c'est que j'ai conscience de la sensation sur mon talon gauche. Mais la sensation existait avant. Je n'en avais pas conscience. Donc, la sensation est une chose, la conscience de la sensation est autre chose. Et tout est comme ça. Hein. Dans la psychologie occidentale, on a fait de l'inconscient un nom. Et donc, on en a fait une chose. L'inconscient, c'est une chose. Et je ne comprends pas, pour moi, ça n'a pas de sens en fait. Il n'y a pas d'objet psychologique que j'appellerais inconscient. L'axe freudien, ça contient plutôt des choses négatives. L'axe ericksonien, ça contient plutôt des choses positives. Mais moi, ça ne me parle pas, l'objet psychologique, le nom. Pour moi, l'inconscient, c'est un adjectif. C'est-à-dire qu'il y a des sensations inconscientes, on vient de le voir avec l'exemple du talon, il y a des pensées inconscientes ou des pensées dont je n'ai pas conscience que ce sont des pensées. Je peux les prendre pour des réalités, alors que non, ce ne sont que des conceptions et des interprétations. Et puis, il y a des émotions inconscientes. On appelle ça refouler ses émotions. Et c'est tout ce qu'il y a. L'inconscient, pour moi, ce n'est pas quelque chose d'autre que des pensées, des sensations et des émotions. C'est juste que je n'ai pas conscience de ces pensées-là. Donc, dans toutes les pensées que j'ai, il y a des parties conscientes, des parties inconscientes. Dans toutes les émotions que j'ai, il y a des parties conscientes, des parties inconscientes. Et dans toutes les sensations que j'ai, et là, il y en a beaucoup, des inconscientes et il y en a des conscientes. Donc, pour moi, la notion d'inconscience, c'est ça. Et on peut toujours gagner de la conscience en augmentant notre capacité de nous regarder. Donc, pour moi, c'est ça l'amour. Hein. Conscience et amour, c'est assez similaire pour moi. Et donc, voilà comment je suis parti du paradigme jungien pour rajouter ces 4 notions, sensation, pensée, émotion et accès à la conscience. Après, on ne va pas faire long pour l'instant sur l'intuition, mais j'en parle peu sur l'intuition parce que ça peut être très facilement confondu avec l'imaginaire, le mental ou même avec l'émotionnel. Donc, Les projections. oui, voilà. Des projections, quand on a peur, moi je sais que j'ai vraiment compris que j'étais beaucoup sujette à la peur dans mon fonctionnement. Mm. Et la peur fait projeter, pour justement apaiser cette peur, il y a beaucoup de projections qui se font. Et c'est vrai qu'entre une projection et une intuition, franchement, la frontière, elle est super mince, quoi. Et oui, c'est ça. Donc,
Évidemment pour moi que l'expérience intuitive existe, Mhm. mais après, déjà soyons clairs avec les sensations, les émotions, les pensées. Si déjà on ne sait pas distinguer ça, il y a peu de chances qu'on sache vraiment accéder à nos intuitions. Mais les intuitions, je les mets dans cet accès à la conscience parce que l'intuition n'est pas une sensation, ça n'est pas une émotion, ça n'est pas une pensée. Par contre, c'est une information. Et si j'ai une intuition, mais que ce n'est pas une information claire, c'est que mon canal intuitif n'est pas très, comment je peux dire, très efficace ou très abouti. Et bien sûr que je peux avoir des intuitions qui vont me déclencher des pensées ou des émotions. Ça, c'est encore autre chose. Mais du coup, pour moi, tout ce qui n'est pas une sensation, vraiment sensation au sens des cinq sens, hein, parce que là aussi, il y a énormément d'embus de langage. Oh, j'ai la sensation que tu as peur. Ça, ce n'est pas une sensation, c'est une idée. Je ne peux pas avoir la sensation que tu as peur. Je peux voir que tu trembles, ça pourquoi pas. Je peux faire l'hypothèse que tu as peur, mais ma sensation, c'est je vois que tu trembles. Donc, la sensation, c'est que les cinq sens. La pensée, normalement, c'est quand même assez facile à identifier. C'est des concepts, c'est de l'abstraction. Et tout le reste, c'est du coup des émotions, ce que je vais ressentir. Et souvent, donc, il y a des classements. Des fois, j'ai des questions étonnantes. Des gens me disent, oui, mais alors si je me sens petite, c'est une émotion, ça, c'est pas une émotion. Comme si les émotions, c'est que la colère, la tristesse, la peur. Donc, en fait, pour moi, on peut se sentir petit, on peut se sentir comme une merde, on peut se sentir enfermé, on peut se sentir nul. Tout ce qu'on va ressentir. Alors, bien sûr, on va utiliser le mental et des mots pour décrire ça, mais on ressent bien quelque chose. Tout ce qui n'est pas juste un état tranquille, serein, de réception en paix, bah, c'est une émotion. Et la gamme émotionnelle, elle est hyper large. Et c'est juste à distinguer des sensations et des pensées. Alors, ça, c'est la base de la base. Après, l'échelle émotionnelle, c'est une pratique qui permet, à partir d'une émotion, d'aller chercher la cause fondamentale. Qu'est-ce qui fait que moi, j'ai cette émotion, alors qu'un autre humain, devant la même circonstance, n'aurait pas cette émotion, on aurait une autre, ou peut-être serait parfaitement serein. Et donc, déjà, dans cette comparaison, le fait que si on met plein de gens devant un même problème, tout le monde va se rendre compte que, en fait, chacun a des émotions différentes. Donc, c'est évident que ce qui nous déclenche des émotions ne peut pas être la cause de nos émotions. Sinon, tout le monde aurait la même émotion devant les mêmes choses. Donc, si on a chacun des émotions, c'est qu'on a en nous chacun quelque chose qui va produire notre émotion individuelle. Et donc, c'est la base de la pratique de l'échelle émotionnelle, cette distinction entre le déclencheur et la cause. Oui, nos émotions sont déclenchées par des choses extérieures, mais non, le déclencheur n'est pas la cause. Alors, du coup, c'est quoi la cause des émotions? Dans mon expérience, c'est une autre émotion. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'une émotion de surface est fondée sur une émotion en dessous. Et ça, du coup, ça ne peut pas s'analyser, se réfléchir, se penser, ça ne peut que se ressentir. Donc, l'écoute émotionnelle, c'est une écoute qui passe par l'intelligence émotionnelle, pas par l'intelligence mentale. On n'est pas dans l'analyse, on n'est pas dans le raisonnement, simplement, on ressent de plus en plus profondément. Si moi, ce que ma fille m'a dit tout à l'heure, ça m'a énervé, c'est au fond parce que je suis triste qu'elle ne me considère pas. Et si je suis triste qu'elle ne me considère pas, c'est peut-être parce que j'ai peur de me retrouver tout seul, etc. Et donc, la cause d'une émotion, c'est une autre émotion, qui a pour cause une autre émotion, qui a pour cause une autre émotion, qui a pour cause une autre émotion, etc. C'est pour ça que je parle d'échelle émotionnelle. Et dans mon expérience, donc maintenant ça fait 19 ans que j'ai cette expérience, enfin bientôt 19 ans que j'ai cette expérience, quand je vais de cause en cause, ben, j'arrive toujours à la racine, à l'origine, j'arrive au fondement. Et dans mon expérience, ce fondement, c'est ce que j'appelle une identité virtuelle. On peut aussi dire ego, on peut dire fracture identitaire, on peut dire décalage identitaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrive au niveau existentiel. Quand on écoute les émotions, c'est systématique. Quand je dis systématique, je n'ai pas une seule exception en 19 ans. Si la personne accepte de faire l'échelle émotionnelle, inévitablement, on arrive toujours, j'ai vraiment pas d'exception, à une expression du genre, mais je peux pas vivre, je vais mourir, ma vie n'a pas de sens, c'est le chaos, c'est le néant, donc je n'existe plus, je suis pas moi-même. On arrive toujours à une expression existentielle qui n'est plus une émotion. J'existe pas, je meurs, je peux pas vivre. C'est pas des émotions, ça. Ça, c'est des pensées. Et donc, pour moi, il est absolument facile. Il est possible d'observer que, avec l'échelle émotionnelle, tout mon vécu émotionnel ne se fonde que
sur une croyance existentielle qui est très particulière. C'est vraiment le centre de notre système de pensée. C'est ce à quoi je m'identifie. En général, cette identification, elle est associée à un vécu d'enfance. 9 fois sur 10, c'est dans le rapport à papa-maman. Mais ça peut être différent. Et puis, ça peut évoluer surtout. On n'est pas obligé de se traîner cette cristallisation existentielle toute sa vie. Le but, c'est d'arriver justement à la dépasser, à transcender ça. Alors, il y en aura d'autres, hein, d'ego, il y aura d'autres identités virtuelles. Mais je trouve dommage de passer une grande partie de sa vie, voire sa vie entière, finalement avec le même problème que j'ai eu avec papa et ou maman quand j'étais petit. Parce que la plupart des gens, en fait, c'est ça qu'ils vivent. Donc voilà une présentation de l'échelle émotionnelle. Tu me dis si elle est claire. Alors, elle est claire et moi, je peux en apporter l'exemple et l'étoffer puisque moi, quand j'ai fait donc l'atelier échelle émotionnelle avec toi, du coup, tu as fait une échelle émotionnelle avec moi partant donc d'un... On était parti justement, on devait pratiquer ensemble, on devait pratiquer avec d'autres personnes de l'atelier. Et justement, on devait s'entraîner à faire l'échelle émotionnelle, donc les uns sur les autres. Et en fait, je me suis rendu compte que devoir pratiquer avec une personne l'échelle émotionnelle, devoir l'aider à trouver son échelle émotionnelle, pour moi, c'était une difficulté. Parce que je ne me sentais pas capable, parce que ça, voilà, je suis partie de l'émotion de j'y arrive pas, je ne vais pas y arriver. Je suis partie de ça. Et tu m'as fait donc justement faire tu m'as fait faire l'échelle émotionnelle, donc avec déclencheur, émotion, quelle émotion il y a en dessous, un nouveau déclencheur. Tu fais à chaque fois repartir dans le passé, un peu plus loin dans le passé. Et je suis arrivée en fait je suis arrivée à l'entrée en maternelle et je suis arrivée à la croyance existentielle que, en gros, tout ce qui est apprentissage, ce que j'ai compris, en fait, ce qui m'a énormément aidé, c'est que j'ai compris que tout ce qui est apprentissage ou restitution de connaissances pour moi, c'est lié à l'abandon. Donc forcément, ça ne peut être qu'une difficulté. Et ça a été une difficulté toute ma vie. Et en fait, en comprenant ça, j'avoue que je me suis dit, ah ok, alors déjà, je comprends pourquoi c'est aussi galère pour moi d'apprendre alors que je suis curieuse, enthousiaste à apprendre, je, je demande que ça, j'ai envie d'enseigner, enfin, et je suis bloquée. Et du coup, en comprenant cet ancrage qu'il y a entre les deux grâce à cette échelle émotionnelle, bah, j'ai pu aller regarder à chaque fois que j'ai peur de restituer de la connaissance, que je pense que j'y arriverai pas, que je dois apprendre quelque chose. Ça m'a permis de prendre du recul sur ce truc-là et me dire, OK, j'ai compris que c'est une illusion, que c'est faux, que c'est la croyance et que je peux y faire quelque chose. Et du coup, à partir de là, c'est vrai que j'ai pu, depuis le début d'année, là, je me suis vraiment vue appréhender les choses complètement différemment. Donc, c'est pour ça que je voulais que tu parles de l'échelle émotionnelle à tout prix, parce que moi, ça change vraiment quelque chose dans ma vie en concret. Donc, effectivement, je pense que c'est fondamental, en fait, d'aller regarder ça, les émotions, pas comme des guides ou des directions à prendre. Enfin, en fait, l'idée, c'est pas d'écouter l'émotion, c'est d'aller voir qu'elle nous parle de nous et de nos croyances. Et ça, c'est waouh, c'est fabuleux. Et surtout d'une croyance très, très importante qui va conditionner quasiment toute notre vie, en tout cas tous nos vécus émotionnels. Parce que ce qui est spécial, c'est que euh, quand on fait plusieurs échelles émotionnelles en partant des émotions très différentes, voire opposées, très souvent on arrive à la même source, à la même identité virtuelle. En tout cas, dans mon expérience, c'est assez peu fréquent qu'il y en ait deux. C'est rare qu'on ait trois, je dirais, et c'est très rare qu'on ait quatre. Donc, pour moi, c'est une découverte énorme de me rendre compte que finalement, un humain, il a beau avoir plein d'enjeux, plein de problèmes, plein de comportements peut-être qui le dérangent, mais finalement, il a un seul problème si on va à la racine. D'où l'importance d'être radical et d'aller à la racine. Parce que ça fait tout un arbre émotionnel, mais l'arbre, on peut l'analyser pendant 20, 25 ans de psychanalyse. J'ai déjà aidé des gens qui avaient fait autant de psychanalyse. Mais l'important, ce n'est pas d'analyser l'arbre, de voir la racine, parce que cet arbre est une illusion. Il doit être déraciné. Il ne fait que essayer désespérément de régler un problème qui n'existe plus. Et en plus, un problème d'enfant alors que je suis maintenant un adulte. Donc, c'est dommage, encore une fois, d'avoir cette espèce de tâche de fond, je parle comme un informaticien, dans la psychologie qui essaye tout le temps de transférer, c'est ça la source de ce qu'on appelle le transfert en psychologie, qui essaye tout le temps de transférer cette problématique pour essayer de la résoudre. Mais elle n'existe plus et le problème n'existe plus. Et donc, quand on comprend ça, je pense qu'on a très envie d'arrêter avec ça. Alors, comme tu dis, l'échelle émotionnelle en soi, pour moi, c'est qu'un outil de prise de conscience, donc c'est que le début.
Mais ça a beau n'être que ça permet déjà de prendre du recul sur le vécu émotionnel. Et des fois, c'est énorme. Des fois, rien que ça, rien que la conscience, encore une fois, du problème et la possibilité, du coup, de prendre du recul et de reprendre un peu, du coup, une maîtrise de nos comportements, de nos décisions, bah, déjà, c'est beaucoup. Euh, mais l'idéal, c'est quand on arrive à transcender cette identité virtuelle, qu'on arrive à ce qu'elle ne soit plus présente en nous, ou au moins qu'elle soit très réduite. Voilà, parce que c'est jamais blanc ou noir en psychologie, hein. C'est toujours très nuancé. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que, en fait, au départ, ça n'empêche pas de se retrouver dans la situation, pas du tout. Mais C'est c'est vrai ça. que mais il y a comme une sorte de sourire. Moi, je sais que, bon, je souriais. Quand on est dans l'émotion, on n'a pas trop envie de sourire, hein. Mais il y avait quand même une nouvelle dimension qui faisait que, OK, je le vis, c'est douloureux. Et en même temps, OK, je sais que ça n'est pas. Voilà, c'est le fond du problème, il y a quelque chose à voir. Là, je suis en train de vivre comme si j'avais 3 ans ou 5 ans ou 10 ans, parce qu'après, je me suis revue. Du coup, ça m'a permis, en faisant l'échelle, de descendre à différents épisodes de ma vie. Et notamment, j'étais arrivée à quand je faisais du sport, je faisais du handball. Et c'était vraiment infernal à vivre. En fait, je me sentais tellement nulle. Je voyais les autres évoluer. Moi, je me sentais de plus en plus nulle, de plus en plus nulle, etc. Et c'est vrai que en faisant le rapprochement avec tout ça et l'émotion de base, qui est que je ne serais jamais capable d'apprendre, et que si je ne suis pas capable d'apprendre, de restituer de la connaissance, bah en gros, j'existe pas, quoi, hein. En plus, je peux être abandonnée, donc si je suis abandonnée, j'existe plus. Après, du coup, je peux le remettre sur plein d'épisodes dans ma vie, sur plein de situations, plein de contextes, et je me dis, OK, si je me rappelle que là, dans ma tête, j'ai 5 ans, mais que dans la vraie réalité, non, j'ai pas 5 ans, j'ai 42 ans, je peux apporter beaucoup plus de solutions aujourd'hui, je suis capable, et c'est juste parce que je crois ça que ça bloque, en fait. Et ouais, du coup, ça peut vraiment changer les choses. Il y a un truc que je voulais ajouter aussi et que j'ai trouvé hyper intéressant et qui peut être assez déroutant, c'est que tu expliques que, par exemple, pour faire une échelle émotionnelle, on peut partir d'une émotion positive. Oui. Et je te laisse développer. Bah, en fait, c'est notre mental, voire notre ego qui juge que certaines émotions sont positives ou négatives. Mais c'est un jugement. Une émotion n'est ni positive ni négative. Le jugement va dire ça c'est bien ou ça c'est positif ou ça c'est bon, mais la conscience va dire tiens, tu te sens triste pour telle raison ou tiens, tu te sens rassuré pour telle raison. De là à juger que être rassuré c'est positif et être triste c'est négatif, c'est complètement comment je peux dire, bah, c'est un jugement de valeur. Donc dans la conscience, il n'y a pas de place pour ce genre de jugement. Dans la conscience, on ne va pas juger l'émotion, on va la regarder pour ce qu'elle est. Et de fait, donc, ce qu'on va avoir on va dire plutôt ce qui est agréable à vivre. C'est sûr qu'être rassuré, c'est très, très agréable. Donc, ça fait partie des émotions positives. Être comblé, c'est très, très agréable. Être fier, enfin, se sentir plutôt rassuré, se sentir comblé, se sentir fier, tout ça, c'est très agréable à vivre. Mais on voit bien que si je me sens comblé, c'est parce qu'il y a un manque. Si je me vis entier à la base, je ne peux pas me sentir comblé, ça n'a aucun sens. Donc, si je me sens comblé quand quelqu'un dit ou fait quelque chose, ben, c'est parce que je suis dans l'illusion d'un manque qui est comblé par ça. Et je vais me sentir d'un coup complet, bien. On dit ça aussi, je me sens bien, je me sens mal. C'est juste du manque de conscience quand on utilise ce genre de concept duel, hein, bien, mal, positif, négatif. Donc, si je veux être un peu plus consciencieux, je vais éviter les concepts duels. Je vais essayer d'être plus précis. Ça marche pour tout, pas que pour les émotions. C'est pas pareil si je dis ma voisine, elle est méchante, ou si je dis j'ai vu ma voisine faire un croche-patte à mon voisin. Donc, dans la deuxième formulation, je ne juge pas, mais je décris, je suis informatif, je sais de quoi je parle. Si je dis ma voisine est méchante, tu sais pas de quoi je parle en fait. Tu sais ce que j'en pense, tu connais mon jugement, mais tu sais pas de quoi je te parle. Donc, quand je dis je me sens bien, je sais pas de quoi je me parle. Quand je dis ah, c'est positif, je ne sais pas de quoi je me parle. C'est pour ça que j'aime pas le business du bien-être, comme s'il y avait un bien-être et un mal-être. Il n'y a pas de conscience là-dedans. Dans la conscience, on est précis, on est informatif. Alors, c'est plus long, c'est plus laborieux, mais parce qu'on prend le temps de regarder toute la complexité de la chose. Et après, oui, bien sûr, si on fait une échelle émotionnelle avec donc ces genres d'émotions, qu'on peut même confondre avec de l'amour.
Si je me sens comblé ou rassuré par quelqu'un, l'émotion est tellement positive et enfin je me sens moi-même pleine ou plein avec les papillons dans le ventre, etc., je peux croire que je suis amoureux. Mais si je fais une échelle émotionnelle au lieu de, encore une fois, mettre des jugements ou de mettre du mental hâtif, bah, je vais me rendre compte que si je me sens comblé, c'est qu'au fond, j'ai un manque et que ce manque, bah, il va ramener de toute façon l'identité virtuelle. J'ai des vidéos où je montre des exemples d'une même personne qui fait une échelle émotionnelle en partant d'un vécu où elle est avec son amoureux, où elle est devant les étoiles et tout va bien. Et elle fait une échelle émotionnelle en partant de ça. Et puis, elle fait une autre échelle émotionnelle en partant de plus tard, bah, ils ont fini par se séparer avec cet amoureux. Et puis, un jour, elle le revoit après séparation. Il est très froid et ça la choque et ça la perturbe. Donc, ce n'est pas du tout le même vécu. Mais ces deux émotions viennent lui parler exactement du même problème en elle. C'est juste que parfois, l'intelligence émotionnelle va te révéler un manque en te mettant dans le manque. Parce que la situation s'y prête. Et parfois, ton intelligence émotionnelle va te mettre dans le comblement, ce qui est agréable de se sentir comblé, parce que la situation s'y prête. Mais dans les deux cas, ton intelligence émotionnelle, elle te dit, ah, ça ne va pas, il y a quelque chose qui manque. Pareil, si on se sent rassuré, c'est bien parce qu'on a peur. On ne peut pas se sentir rassuré si on n'a pas peur. Donc, s'il y a une peur de fond, quelqu'un va me rassurer. Mais si je n'ai pas peur, au fond, personne ne peut me rassurer. Et je ne peux pas vivre d'être rassuré. Je vais juste vivre d'être présent, d'être moi, d'être entier, quel que soit le comportement de l'autre. Donc, en même temps, ça me semble assez flagrant de regarder qu'il n'y a pas d'émotions positives et des émotions négatives. Il n'y a que des émotions. Alors, pour finir ce sujet des émotions positives, des fois, on va mettre la joie dans l'émotion positive. À part Spinoza, qui, comme moi, ne classe pas la joie dans les émotions. Et là encore, attention aux mots. Si par joie, j'entends encore une fois de me sentir rassuré ou de me sentir comblé, ce qui peut être interprété comme un vécu joyeux, alors d'accord, ce type de joie-là, oui, c'est une émotion. Mais si par joie, j'entends la curiosité, la découverte, l'enthousiasme d'un enfant, par exemple, qui voit un train ou un criquet, on ne peut pas faire d'échelle émotionnelle avec ça. On n'arrive à rien. C'est juste de l'amour, c'est juste de l'ouverture. Et l'amour, simplement, on l'a dit tout à l'heure, l'amour peut se positionner devant ce qui ne nous intéresse pas, ce qui ne nous plaît pas. Mais il peut se positionner aussi devant ce qui nous plaît, ce qui nous intéresse. Et simplement, quand l'amour, quand la conscience est positionnée devant ce qui nous intéresse, il y a de la joie. Donc, ce repère de joie, c'est ce qui va nous informer que là, je suis devant ce qui me va ou ce qui ne me va pas. Ça, ce n'est pas une émotion. Donc, pour moi, la joie n'est pas une émotion. Pour moi, la joie, c'est la conscience de ce qui me convient, point. Et c'est un repère très simple, en fait. Hein. Et l'amour et la conscience est joyeuse, à part donc dans les exceptions où je suis conscient devant un psychopathe, devant quelqu'un qui est malveillant. Donc, en excluant la joie du vécu émotionnel, comme Spinoza le fait, évidemment qu'il n'y a pas d'émotion positive et évidemment qu'on peut faire des échelles émotionnelles à partir des émotions dites positives. Mais rapidement, je l'ai encore fait il n'y a pas longtemps, ça commence positif, mais ça bascule rapidement dans le négatif. Justement, je vais mettre dans le descriptif, je vais mettre les liens pour que les gens puissent aller voir, parce que là, si toutefois c'est difficile à comprendre, moi je vois bien de quoi tu parles parce que je l'ai vécu. Donc je vois tout à fait bien de quoi tu parles. Puis en écoutant tes vidéos, c'est vrai quand on écoute tes vidéos, il y a toujours un peu plus de précision sur plein de sujets, parce que tu rentres vraiment dans le détail et la clarté. Donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé en fait dans ton approche. C'est que sur des tas de sujets, c'est vrai qu'on tape ton nom et le sujet qu'on veut, on va avoir plein d'infos. Donc, je vais mettre ça dans le descriptif pour que les gens puissent bien voir justement euh, euh, ce dont tu parles. Là, quand on parle finalement je pars d'un truc, waouh, ça semble magnifique sur le papier, ça fait presque la belle au bois dormant, oh, je suis rassurée, je suis comblée, mais en réalité, derrière, il se cache un gouffre, un truc là, et d'aller le voir, et finalement se rendre compte que ça nous mène à la même croyance sur nous-mêmes, et qui est une croyance finalement qui est bloquante par rapport justement à cette joie qui, elle, est juste là, présente, quand tu me parles de joie, en fait, moi, ce que j'entends, c'est un peu une sorte d'émerveillement. C'est vrai que des fois, il nous arrive, je vais parler de moi, il m'arrive des fois d'être dans des situations les plus simples possibles. Je ne sais pas, moi, je suis en train de marcher en forêt ou n'importe où, et je me sens bien. Il n'y a rien, en fait. Je ne suis pas comblée par des trucs qui sont censés me manquer ou quoi que ce soit. Et je me sens remplie, je me sens complète, je me sens... enfin, voilà, pour le coup... mais il n'y a rien. Il n'y a rien qui fondamentalement vient apporter ça. Donc, je suppose que c'est ça, en fait. J'ai l'impression que c'est ça.
Il n'y a que toi qui le sais, mais oui, en tout cas, Ouais, en tout cas, on ça me peut parle de ça, distinguer, moi. on peut distinguer cet élan de conscience, cet attrait pour la vie une réactivité et de la mémoire aussi, parce que toute émotion est une réactivité de la mémoire. Donc, on peut apprendre à distinguer ça. Et puis, ce qui me vient, oui, ce qui me vient d'autre aussi, c'est que par exemple, tu vois, quand tout à l'heure, je te disais que maintenant, j'arrive plus à mettre de la conscience sur le fait que quand je commence à me sentir nulle et que je ne me sens pas capable face à des choses, mais d'une simplicité pas possible. L'autre jour, je me retrouvais à jouer, on était en week-end avec des amis et puis on était en train de jouer, tu sais, à des jeux de base, des jeux où il faut un peu de réactivité, un peu d'imagination, un peu de créativité, il faut répondre vite. Et alors là, moi, typiquement, ça y est, je me suis retrouvée dans ma fameuse échelle émotionnelle de ouh là 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 là, je vais être abandonnée, j'existe pas, et qu'est-ce qui va se passer? Je risque de mourir si jamais je ne suis pas compétente à ce truc, alors que c'est censé être joyeux, amusant et tout. Moi, je me retrouve face à un truc qui devient compliqué, alors que normalement, ça peut être amusant si mon état d'esprit change. Ce qui a été drôle, c'est que ça y est, j'ai ressenti la peur et le truc, là, c'est venu me choper, quoi, au vol. Et aussitôt que je me suis dit, ah, ça y est, je suis dedans, et ben, j'ai trouvé que c'était satisfaisant. J'ai trouvé du contentement, et c'est là que je vois ce que tu veux dire. J'ai trouvé du contentement dans un truc qui finalement n'est pas drôle, enfin à vivre. Et ben, ça m'a fait plaisir de voir que, ok, c'est pas drôle à vivre, mais comme je le vois, c'est satisfaisant de pouvoir en être consciente. Et du coup, entre ça et vivre un truc qui est intense au niveau émotionnel, dans un sens positif, mais que finalement je sais être un truc un peu illusoire, bah, entre les deux, je me demande lequel je préfère, quoi. Je crois qu'il y a une partie de moi qui préfère quand même vivre le truc un peu difficile, mais d'être satisfaite de me dire, ouais, mais je vois clair. Et ça c'est chouette, quoi. C'est l'opération de la conscience que tu décris. Comme je disais tout à l'heure, hein, il y a sensation, émotion, pensée, conscience. Soit ta conscience, elle est prise dans l'émotionnel. D'ailleurs, on dit je suis triste. On ne devrait pas faire cet abus de langage. Je suis en colère ou même je suis colérique, je suis timide. On s'identifie à des émotions. On n'est pas nos émotions. On ressent des émotions. Ça n'est pas ce qu'on est. C'est une catastrophe de dire je suis triste, je ressens de la tristesse, d'accord, je ne suis pas triste. Mais si la conscience, elle est dans le vécu émotionnel, ben, tout va être réaction à cette émotion. Or, la conscience, elle peut être en position méta, on dit, en recul sur l'émotion et je vois mon émotion, je la vis, mais moi, je ne suis pas associé à l'émotion. Je suis en dehors de l'émotion et j'ai conscience de l'émotion. Elle est là, mais ma conscience, elle n'est pas prise dedans. Donc, voilà aussi une opération de cette fonction de conscience qui est très importante. Alors après, encore une fois, du coup, on peut vouloir dépasser le vécu. Mais là, tu donnais une croyance ou en tout cas un intérêt à ne pas le dépasser. Je ne sais pas si tu es clair avec ça. Parce que tu dis quelque part, j'aime bien ce contentement de voir que j'arrive à Ouais. m'extirper. Donc fais Alors, attention ouais. à pas du coup, entretenir le vécu juste parce qu'il a un côté agréable. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, non, non, l'idée, c'est de poser des actes pour passer à autre chose, hein, quand même. C'est pas seulement de s'extasier, de voir clair, hein, non, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est vrai que. euh, alors, justement, je voulais rebondir par rapport à la dépendance affective. Parce que euh, la dépendance affective, je pense que ça touche beaucoup de monde. Moi, je sais que je suis dedans. Je sais qu'il y a deux manières d'être dépendant affectif. Enfin, en tout cas, on peut basculer de l'un à l'autre. Mm. Mais je sais que la dépendance affective, c'est pas seulement être un pot de colle ou glu avec l'autre, c'est aussi une autre posture. Et comme justement, on est en train de faire la différenciation entre l'émotion qui peut être intense et qui peut nous faire basculer dans un truc waouh, 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 c'est ça que je veux vivre, ça y est, je suis amoureux ou je sais pas quoi. La différence justement entre l'autonomie, la dépendance affective, voilà. Ouais. Tu peux nous en dire quelque chose? Sur les deux formes que tu disais, ça c'est important parce que je trouve qu'on ne le voit pas trop effectivement. Le cliché du dépendant affectif, c'est la personne qui a besoin d'être collée, qui ne peut pas vivre seule, qui a besoin de l'autre tout le temps. Or, moi, dans mon observation à aider les gens, je vois que ce n'est pas la forme la plus fréquente. La forme la plus fréquente, c'est ce que j'appelle le distance saboteur. Donc oui, il y a la forme ventouse, on va dire, et la forme distance saboteur, c'est-à-dire que la dépendance affective n'a pas une forme, c'est un fond. Le fond de la dépendance affective, c'est je suis identifié à un manque affectif. C'est juste ça la dépendance affective. C'est-à-dire qu'il y a en moi l'illusion que je peux avoir un manque
affectif, sous prétexte que je l'ai vécu dans l'enfance. Et du coup, soit ce manque, je vais le vivre en cherchant absolument à le remplir, à le combler et à toujours être agrippé à l'autre, soit j'ai tellement peur d'être quitté, de perdre le comblement, que je n'y vais même pas. Et c'est la dépendance affective la plus forte, en fait, ironiquement. C'est-à-dire que, et c'est celle souvent qui vient dans la vie, on peut commencer sa vie avec la femme ventouse et puis on se fait mal dans quelques relations et après on passe en mode distance saboteur. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont tellement peur qu'on les quitte, qu'on les rejette, qu'elles ne prennent pas le risque de l'amour et de la relation. Et ils vont tout le temps être distants et dès qu'il faut s'engager ou dès que ça devient trop sérieux ou dès qu'il y a des sentiments, soit carrément ils n'y vont pas, ils fuient, soit ils sabotent ou ils y vont à moitié, etc. Donc pareil, il y a plusieurs degrés de posture du distance saboteur. Mais oui, la forme pour moi la plus forte, qui a le plus de conséquences de la dépendance affective, c'est cette forme-là, du distance saboteur. Alors voilà, ça c'est les deux formes. Après, du coup, c'était quoi ta question? Alors, je ne sais Parce pas que si je me c'est plus c'était concentrais quoi ma sur ma forme et question, j'ai perdu le fil. mais ce qui me vient, c'est comment on peut reconnaître, par exemple, quelqu'un qui écoute cette vidéo et qui se dit, ah bah tiens, j'ai un doute, ça me met le doute sur moi, comment je fonctionne dans ma relation. Comment on peut reconnaître quand on est dans la dépendance affective, quand on n'a pas trop de notions ou qu'on n'a pas l'habitude trop de s'écouter, se regarder, faire, etc. Comment on peut reconnaître, ou alors, et puis une autre question qui va suivre, c'est du coup, qu'est-ce que selon toi, par quoi on peut commencer, qu'est-ce qu'on peut faire pour en sortir, pour devenir de plus en plus autonome affectivement, tout en étant capable d'être en relation. Alors, le plus efficace, c'est l'échelle émotionnelle. Mmh. Parce que l'échelle émotionnelle, elle va t'amener à une identité virtuelle et tu vas bien voir si ça, c'est une identité virtuelle liée à l'affectif ou pas. Si j'arrive à je ne peux pas exister sans l'amour de mes parents, dépendance affective. Si j'arrive à je ne peux pas exister sans le regard, la considération de mon père, dépendance affective. Si c'est je ne peux pas exister si on me rejette, si on m'abandonne, dépendance affective. Donc, pour moi, tout ce qui est le besoin d'affectif, ça fonde une dépendance affective. Après, encore une fois, le vécu de ce fond-là, il peut avoir plusieurs formes, mais le meilleur moyen de regarder en face si oui ou non je vis une dépendance affective, c'est de faire une échelle émotionnelle et d'identifier la racine, l'identité virtuelle, encore une fois, l'ego. Il y a des égos, il y a des identités virtuelles de dépendance affective, et il y en a d'autres. Je peux tomber sur une identité virtuelle qui n'est pas de la dépendance affective. Par exemple, je n'existe pas si je ne parviens, par exemple, je n'existe pas si on me force à faire des choses. Voilà, donc là, ce n'est pas lié à un affect, c'est lié à ce que le comportement de l'autre ne soit pas irrespectueux, ne soit pas intrusif. Donc, c'est ça surtout qui va identifier. Parce qu'après, ce n'est pas évident d'identifier au niveau des comportements, mais déjà, je pense que ça aide une fois qu'on a dit. Donc, si vraiment il y a un besoin existentiel d'être collé à l'autre, oui, c'est dépendance affective. S'il y a un besoin existentiel de saboter, de casser les relations aussi. Attention, hein, je ne dis pas que celui qui veut être célibataire et qui est bien là-dedans, il est dépendant affectif. Je ne dis pas ça. Hein. Mhm. Euh, Encore une fois, on ne peut pas se priver d'aller mettre de la conscience, d'aller voir les nuances. C'est pas tout blanc ou tout noir. Ouais. De Mhm. la même manière, on peut très bien vouloir un couple où il y a beaucoup d'investissements, où on partage beaucoup de choses, sans que ce soit un besoin existentiel de fusion. Donc, c'est pas facile au niveau de la surface et de la forme des choses d'identifier une dépendance affective. Le mieux, c'est d'aller à la racine. Et comment on le dépasse? C'était ta deuxième question. C'est toute la. On n'y est pas encore venu, mais comment dépasser l'identité virtuelle du coup, hein? C'est la même question en fait, quel que soit l'enjeu psychologique. Donc la dépendance affective est un enjeu psychologique, c'est vrai, fréquent, classique, mais il y en a d'autres. Mais peu importe l'enjeu psychologique, pour moi, c'est simple. Une échelle émotionnelle, donc l'intelligence émotionnelle d'une personne, si elle l'écoute, va jusqu'à la racine, une identité virtuelle, un ego. Et ça, si ce n'est pas transcendé, l'enjeu psychologique reste fondé. Tant qu'on ne dépasse pas la racine, le truc, il est nourri. Si l'arbre n'est pas déraciné, il continuera à grandir. Donc, si c'est un arbre toxique, si c'est un arbre de l'affect, dans l'affectif, il y a l'affect, il y a tout ce qui est pathologique, ça va continuer de grandir, ça. Donc, il s'agit vraiment de déraciner l'arbre.
Alors, le comment, est-ce qu'on y va maintenant? Bah, le Là, comment, oui, il correspond, en tout cas dans la première phase de ce que j'ai compris à l'atelier, le second atelier que j'ai fait avec toi, qui est conscience du mental et le rapport avec tout ce qui est sémantique. c'est une des choses, oui. En fait, En tout cas, c'est pas, moi, je sais que j'ai fait cet atelier-là avec toi. Il n'est pas sans doute pas suffisant, mais en tout cas, ça commence déjà, je crois, par là. oui, et puis celui-là, il permet de… En tout cas, c'est un outil, hein, la conscience de la sémantique. Mais ça ne décrit… c'est le comment, mais ce n'est pas le quoi. C'est-à-dire Pas que l'axe, enfin, oui. ça te permet de savoir comment dépasser certaines choses. Mais avant, je veux bien juste dire le comment on dépasse une identité virtuelle. Enfin, le comment, du coup, qu'est-ce qui doit être fait pour qu'une identité virtuelle soit transcendée. Pour moi, il y a trois chantiers, il y a trois domaines. J'appelle ça les 3 P. C'est juste un moyen mnémotechnique, c'est passé, parent, puérilité. Des fois, c'est pas parent, c'est présent. Donc, c'est soit passé, présent, puérilité, soit passé, parent, puérilité. Mais les 3 P, c'est pour moi les trois choses à dépasser pour dépasser l'identité virtuelle, pour être en paix. Du coup, il y a plein de P, les 3 P pour être en paix. Et ça veut dire quoi passer? Ça veut dire que c'est nécessaire d'être en paix avec son passé. C'est-à-dire qu'il n'y ait aucun souvenir qui m'active émotionnellement. Si j'ai un souvenir qui m'active émotionnellement, c'est que je ne suis pas en paix et forcément, ça nourrit probablement l'identité virtuelle. Donc, apprendre, et c'est par la sémantique qu'on peut faire ça, on va y revenir, apprendre à être vraiment en paix avec le passé, d'être vraiment acceptant du passé, mais pas forcément d'accord ou soumis, mais on ne peut pas changer le passé, donc il doit être accepté. On doit faire la paix avec le passé comme avec le réel. Ça, c'est un des aspects cruciaux. Bien sûr que le rapport aux parents maintenant, parce que 9 fois sur 10, encore une fois, l'identité virtuelle s'est construite dans la relation aux parents, être en paix maintenant avec mes parents est absolument nécessaire aussi. Je ne peux pas imaginer que les problématiques continuent avec mes parents, mais que moi, j'aurais dépassé mon identité virtuelle. Quand j'ai dépassé mon identité virtuelle, il n'y a plus de problème avec les parents. Donc, ni dans le passé, ni dans le présent. Donc, c'est pour ça que c'est soit présent, soit parent, le deuxième domaine. Je dis présent pour les gens dont l'identité virtuelle ne se réfère pas aux parents. Ça arrive. Donc, pour eux, c'est quelque chose du présent. Donc, l'identité virtuelle identifie quoi exactement? Mais on doit être aussi en paix au présent, c'est-à-dire dans notre relation avec ce qui nous a posé problème, on doit avoir résolu les choses. Et c'est différent. Et c'est très important. Et c'est très important la différence. Je vois beaucoup d'aidants qui se cantonnent à ça. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'une fois qu'on a réussi à avoir une relation saine ou harmonieuse avec papa-maman, ça y est, on a réglé les trucs. Et absolument pas, parce qu'on n'a peut-être rien réglé du passé. Donc, ça, c'est un enjeu comportemental. Dans nos comportements, on va essayer de changer des choses pour que la relation se passe de manière adulte, sereine et qui me convienne. Alors que l'enjeu du passé, c'est purement entre moi et moi. C'est un enjeu mental, mémoriel. C'est avec ma mémoire que je dois être représenté. Donc, ce n'est absolument pas les mêmes choses à faire, les mêmes choses à dépasser. Donc, pour moi, c'est deux choses totalement différentes et il faut faire les deux. On ne peut pas se contenter d'en faire qu'une. Et même, il y a une troisième chose à faire, c'est ce que j'appelle la puérilité. La puérilité, c'est simplement tous les domaines où on va transférer les enjeux de l'identité virtuelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'enjeu de l'identité virtuelle, encore une fois, on va prendre le cas classique, la plupart du temps, c'est dans mon enfance, j'ai un enjeu avec papa, maman. J'ai été abandonné, je n'ai pas été assez aimé, etc. En tout cas, l'interprétation. Ouais. Enfin, Comment? Oui, bien sûr. on est trop précise parce que c'est vrai que je pensais que c'est le vécu, mais en fait, c'est vraiment l'interprétation qu'on a eue, c'est pas le vécu. Totalement. De toute façon, un humain ne se construit pas devant ce qu'il a vécu, mais devant ce qu'il a interprété de ce qu'il a vécu. L'humain est subjectif. Donc, la réalité des faits n'a pas d'importance dans la psychologie. On ne se construit pas devant la réalité objective des faits. Donc, ce n'est pas très important. Donc, oui, c'est un point crucial, ça. Et donc, ce que j'appelle puérilité, c'est, comme on l'a vu tout à l'heure, pardon, on va transférer les enjeux, peut-être dans mon couple, peut-être dans mon travail, peut-être avec mes amis, peut-être dans la société. Et donc là, on est encore sur un autre champ. On n'est pas dans le passé, on n'est pas dans la relation avec les parents ou avec les gens impliqués dans l'identité virtuelle. Ça peut aussi être un frère, une sœur, ça peut être à l'école aussi. Des fois, il y a des choses qui se passent à l'école de grave et qui cristallisent une identité. C'est encore autre chose. Et dans ces autres situations de la vie,
on a un comportement éventuellement puéril. Ce n'est pas un jugement. Il faut comprendre que cette cristallisation identitaire, elle crée des réseaux de neurones. Il y a une partie biologique à tout ça. Et c'est des réseaux qui ont été faits quand j'étais petit, quand j'étais un être dépendant de ma famille. Et donc, c'est des solutions d'un être dépendant. C'est ça qui est puéril. Et ça a beau être fait il y a longtemps, ben, mon cerveau, il a ces réflexes-là. Et je peux être pris dans ces réactivités simplement parce que c'est des réseaux de neurones. Et heureusement, le cerveau peut changer. Mais encore faut-il changer ces réseaux de neurones. Et donc, c'est très important d'identifier toutes les situations où je me comporte comme un enfant de façon puérile et remplacer ces comportements par des comportements d'adulte, de l'adulte que moi, je choisis d'être. Je suis cet homme, je suis cette femme, et au lieu de faire comme je fais d'habitude quand on me rejette, quand on m'insulte, quand on me violente, quand on m'irrespecte, je trouve une solution qui me correspond, qui est celle de l'homme ou de la femme que j'ai envie d'être. Donc, voilà les 3 P. Alors après, si tu veux, on vient sur la sémantique. Moi, j'aimerais bien que tu parles un peu de la sémantique quand même, parce que moi, ça m'avait… Il y a des choses dont j'avais pas, qui sont finalement simples quand on les comprend, quand on a parlé, je dis, ah mais oui, c'est évident. Mais dans ma vie de tous les jours, j'avoue que ce truc-là, j'y avais même pas pensé, quoi. Donc, Oui, voilà. parce que la sémantique, c'est le fond du mental. Alors, on va déterminer un peu ce que j'appelle sémantique. Et au préalable, pour faire le lien avec ce que je disais, donc là, maintenant, on va parler plus d'un comment, pas du quoi qui est à changer. Le quoi qui est à changer, c'est le passé, le présent et la puérilité. Et cet outil sémantique, c'est le comment on va pouvoir faire ça plus ou moins. Je ne dis pas que ça sert à tout, mais ça sert dans les 3 domaines. Donc, c'est pour ça que c'est un outil important. Il peut presque suffire. En tout cas, il est très, très, très radical. Il est vraiment à la racine. C'est quoi la sémantique? Ben, la sémantique, c'est notre dictionnaire. C'est utile de comprendre que le mental, on peut le voir comme quelque chose qui a 3 couches. C'est une vue de l'esprit, hein, ce n'est pas la vérité sur le mental, mais ça permet d'avoir une conscience du mental, de voir qu'il y a la couche du flux mental, ça c'est notre flux de pensée, c'est le petit moulin qui tourne ou le vélo qui tourne dans notre tête. Et c'est très compliqué d'avoir le contrôle sur ce vélo qui tourne. Ce flux de pensée, c'est très, très compliqué. On peut faire diversion, d'ailleurs on dit on va se changer les pensées, se changer les idées, plutôt on dit, mais on n'a pas beaucoup de pouvoir pour changer ce flux. Pourquoi? Parce que ce flux procède de toutes nos croyances. Et en dessous, dans le mental, la deuxième couche, c'est tout notre système de croyances. Donc, les croyances, c'est des phrases, c'est vraiment des idées, des pensées. Et il y a des pensées auxquelles on adhère, qu'on investit, des pensées auxquelles on n'adhère pas, qu'on n'investit pas. Mais plus on adhère fortement à des pensées, plus ces pensées sont opérantes. On parle de croyances limitantes, de croyances porteuses ou positives ou constructrices, etc., de croyances bloquantes. Donc, tout notre système de pensée, c'est lui qui crée ce flux. Et c'est vrai que le système de pensée, on a plus de pouvoir de le modifier. On peut arrêter de croire certaines choses, arrêter d'investir certaines idées. Et d'ailleurs, la plupart des thérapies ciblent cette partie du mental. On va identifier les croyances limitantes, on va essayer de les remplacer par des croyances plus positives. Et c'est complètement intelligent de faire ça. Mais ce n'est pas le plus efficace parce que une croyance, c'est un réseau hyper complexe, le système de pensée. Et une croyance peut être fondée sur 30 autres croyances. Et donc, je ne vais pas pouvoir vraiment de manière totale arrêter de croire une chose si je ne démonte pas les 10 piliers de cette croyance, qui sont d'autres croyances. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le système de croyances, il est lui aussi fondé sur la sémantique, sur mon dictionnaire. Et c'est vraiment les définitions que j'ai de chaque concept que j'utilise dans mon rapport au monde et dans mon rapport à moi-même. J'ai des mots et les mots ont une définition et ça, c'est la sémantique. Pour essayer de bien comprendre la différence, prenons un livre de Victor Hugo. Le contenu du livre, c'est les pensées, c'est les idées, c'est l'histoire. Mais ce livre dépend totalement de la langue, du dictionnaire. Imaginons qu'on change le dictionnaire de la langue française. D'un coup, le livre de Victor Hugo devient complètement idiot, insensé, incompréhensible. On dirait qu'il ne sait pas parler français, Victor Hugo. Donc, tout dépend du dictionnaire. Et si le dictionnaire, il est malsain, il est pas clair avec le réel, etc., le système de pensée, il aura énormément de mal. On peut essayer de le changer toute sa vie. Le problème, il est là, il n'est pas là.
Donc, on ne va pas y arriver ici à vraiment modifier les choses. C'est ce qui font que des fois, ça prend beaucoup de temps. Enfin, parce que déjà, des fois, on essaye de changer ça c'est presque pas possible. En changeant ça, c'est pas toujours le plus complet. Et donc, il faut aller regarder vraiment au niveau sémantique, avoir cette conscience. Je parlais tout à l'heure de la conscience du système de pensée. Je disais, il n'y a pas un inconscient, mais on a plus ou moins conscience de nos idées. Juste pour donner un exemple, par exemple, je peux vraiment croire que je suis français. Vraiment croire que c'est une réalité. Si je crois ça, cette idée et même ce mot français, avec le mot être, je suis français, eh bien, en fait, je le vis de manière totalement inconsciente. C'est-à-dire, je n'ai pas conscience que c'est une décision d'être français. C'est une vue de l'esprit. Ça n'a absolument aucune réalité, surtout formulée comme ça. J'ai du verbe avoir, des papiers d'identité, d'accord. Ça, c'est une réalité. Je peux te montrer ma carte d'identité. Elle existe. Et c'est ce que j'ai. Et ça a des conséquences. Mais que je suis français, ça, c'est de l'ordre du délire. Et si je pense ça, si je m'identifie à cette chose, je vais me comporter comme les gens qui m'ont associé aux Français veulent que je me comporte. Je vais me comporter comme un Français. On va pouvoir piloter mon vécu de rapport à la France, de rapport aux étrangers, etc., etc. Et je vais être complètement piloté par cette sémantique parce que je n'ai pas conscience que c'est de la sémantique, que c'est juste un mot, c'est pas la réalité. Et j'ai le droit, par contre, de vouloir être français, de choisir d'être français. On a tout à fait le droit. Mais est-ce que je le fais consciemment ou est-ce que je le fais inconsciemment? Est-ce que je crois que c'est réel ou est-ce que j'ai conscience que je choisis ça? C'est un choix. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce choix, concrètement? Parce que ça peut vouloir dire 500 choses différentes d'être français. Pour chacun, être français, c'est une chose différente, ce qui montre bien que ça n'a aucune réalité derrière ça. Il n'y a aucune réalité précise, objective, etc. Donc, voilà ce que c'est la sémantique. C'est vraiment les mots. Et pareil, je vais mettre des mots importants sur des gens, le mot père, le mot mère, le mot famille, le mot gouvernement, le mot autorité. Donc, tous ces mots vont complètement conditionner mon rapport à la réalité sur laquelle j'ai mis un mot. Et je ne suis pas en rapport avec la réalité, je suis en rapport avec le mot. Et je peux ne pas avoir conscience de ça. Donc, si je n'ai pas conscience de ça, imaginons, j'ai ma meilleure amie qui m'a trahi, elle a menti sur quelque chose que j'ai fait dans mon dos. Est-ce que vraiment je suis en rapport avec cet être humain? Et est-ce que je vais gérer le fait de ce mensonge? Ou est-ce que moi, je veux ma meilleure amie et je suis perdu parce qu'elle ne se comporte pas comme meilleure amie et puis je ne comprends pas, est-ce que je vais l'engueuler ou est-ce que je vais régler le truc? Est-ce que je vais lui reprocher de ne pas être ça parce qu'elle n'est pas ça? Parce que ma meilleure amie, ce n'est pas quelqu'un qui me trahit. La sémantique, la définition de meilleure amie, si je regarde dans mon dictionnaire mental, j'ouvre la page de mon dictionnaire, meilleure amie, il est très peu probable qu'il y ait écrit c'est la personne qui te trahit, qui ment dans ton dos. Il n'y a pas écrit ça. Mais alors pourquoi je dis que c'est ma meilleure amie? Pourquoi je dis ça? Et pourquoi je lui reproche de ne pas être ça? Pourquoi est-ce que je ne vois pas que le réel, c'est que cette personne, ce n'est pas comme ça qu'elle est? Alors, est-ce que c'est un dérapage? Est-ce qu'elle m'a fait ça 50 fois? C'est la première fois que je me rends compte. Après, voilà, la réalité, il va falloir que je l'explore. Mais tant que je lui mets une étiquette meilleure amie, en fait, je suis en rapport avec ma meilleure amie, mais pas avec la personne qui est derrière. Je ne la vois pas, la personne qui est derrière. J'ai mis le mot. Et donc là, je suis en relation avec les concepts. C'est le concept moi, parce que non seulement j'ai une idée de ma meilleure amie, mais j'ai aussi une idée de moi. Et donc, c'est le concept de moi qui est en relation avec le concept de meilleur ami. La relation, elle est là. Mais moi, je n'ai pas, en tant qu'humain vivant, concret, de relation avec l'humain concret, vivant derrière. Et si je n'ai pas la conscience que meilleur ami, c'est qu'un mot, c'est une idée, ce n'est pas une sensation. On parlait tout à l'heure de différence entre la sensation et la pensée. La sensation, c'est je vois cette femme, j'entends cette femme, je peux la toucher, je vois ce qu'elle fait, j'entends ce qu'elle dit, mais meilleur ami, c'est une idée, ça n'est pas la réalité, ça n'est pas la sensation. Meilleur ami, ça n'existe pas. C'est le contrat que je lui mets sur le dos en espérant qu'elle va le remplir. Je lui mets une charge parce que ça m'arrange et peut-être qu'elle est d'accord avec cette charge, peut-être qu'elle n'est pas d'accord, peut-être qu'on n'en a pas discuté et qu'on n'a pas la même conception de meilleur ami et peut-être qu'on n'a pas le même contrat, c'est dommage. Mais si je n'ai pas conscience du mot, de la pensée qu'il y a entre moi et elle, éventuellement, je vais manquer à régler ce qui se passe parce que peut-être que le problème, il est au niveau du concept et pas du comportement. Ou le contraire, peut-être que le problème, il est au niveau du comportement et pas du concept. Mais ce n'est pas pareil si je gère le mensonge d'un humain
ou si je pleure ou je suis en colère parce que je veux ma meilleure amie, je veux ma meilleure amie, je veux ma meilleure amie. Mais toi, je m'en fous. Tu ne te comportes pas comme je veux, donc je te crie dessus. Et quand tu te comportes comme je veux, alors je suis content. Ouais, ça me fait penser à soit s'accrocher, soit lutter, quoi. Mais dans tous les cas, ça bouffe une énergie folle et on est, comme tu dis, à côté de pouvoir éventuellement peut-être régler le problème parce que voilà, on s'accroche à un concept ou ça me fait penser au deuil en fait. Tant qu'on finalement, c'est un peu comme tant qu'on n'accepte pas la réalité telle qu'elle est, ben, on s'accroche à un concept. Je sais pas pourquoi ça me vient, mais il y a forcément un lien. Tu parles de de dissonance cognitive. Du coup, bah, c'est ça en fait, c'est que ça crée une différence entre la réalité telle qu'elle est et ce qu'il y a derrière mon mot, le cahier des charges qu'il y a derrière le mot que j'y mets, moi. Euh, Comme ouais, tu l'as bien expliqué, hein, je veux dire, si dans mon concept, admettons, j'ai meilleur ami et qu'effectivement, en face, j'ai quelqu'un qui a rien à voir avec ce cahier des charges-là que moi j'ai mis derrière ce mot, bah, effectivement, soit je change le mot pour définir la personne, même si c'est toujours un peu chiant de définir les personnes, c'est de définir les relations, je crois que tu trouves qu'il est plus idéal, plutôt que de C'est ça. définir les personnes, c'est définir les relations. C'est ça. Euh, ou alors, dans ce cas-là, je fais en sorte, soit je change donc le mot, soit je change la sémantique, soit je change le cahier des charges de ce que je mets derrière meilleur ami. Du coup, je vais être moins exigeant peut-être pour que elle corresponde à ce mot. C'est un peu ça en fait. C'est vrai que sur le moment, quand on dit ça, on peut se demander, moi c'est vrai que sur le moment, dans un premier temps, je me dis, mais qu'est-ce que ça va changer dans ma vie qu'est-ce que ça a à voir de faire ce truc euh, par rapport à dépasser l'échelle émotionnelle et tout ça. Mais c'est vrai qu'en réalité, moi j'appelle ça du réajustement en fait. Ça réajuste et quand je pense que dans notre tête, justement dans notre mental, il y a la cohérence qui commence à venir entre la réalité et mon filtre, mon interprétation. Et bah, ouais, il y a quelque chose qui s'apaise un peu. Enfin, moi, c'est un peu ça que j'ai vécu à certains niveaux. J'ai encore du boulot avec tout ça, mais sur certains niveaux, il y a des trucs qui se disent, OK, bon, bah là, visiblement, j'étais pas du tout dans le bon. J'utilisais un mot qui n'était pas le bon. Et si maintenant je réutilise un autre mot, voire même que j'invente un mot à moi pour définir cette relation, d'un coup d'un seul, c'est marrant, mais ça devient beaucoup moins souffrant. Ouais, c'est beaucoup moins souffrant. C'est ça le mot. C'est ça. Et tout à l'heure, tu disais, mais qu'est-ce que ça va changer? En fait, c'est important d'avoir conscience que de toute façon, c'est ce qu'on fait. Donc, soit on le fait consciemment, soit on le fait inconsciemment. Mais c'est ce qu'on fait de mettre des mots sur les gens et de vivre la conséquence de ce mot. Et par contre, du coup, comme on a plutôt l'habitude de le faire inconsciemment, se mettre à le faire consciemment, c'est pas toujours facile et on peut se cantonner juste au mental, encore une fois, et juste dire, bon, d'accord, j'ai compris, c'est pas ma meilleure amie. Mais en fait, je l'ai pas vraiment accepté et j'ai pas vraiment fait le changement. Et du coup, je vais continuer à me comporter comme si c'est ma meilleure amie, même si je dis le contraire, ou je dis, OK, ça, c'est pas ma famille. Mais rapidement, je vais revenir à mon conditionnement que bah, si, c'est ma famille. Donc, la vraie décision de dire je décide de mon dictionnaire, je décide des mots que je mets sur les gens et donc des conséquences, parce qu'évidemment, il faut que ça ait des conséquences en termes d'actes et en termes de décision. Donc, cette vraie responsabilité, cette vraie action, qui démarre seulement par la sémantique, mais qui doit se poursuivre par des actions, ben elle est hyper conséquente et je pense qu'il n'y a rien d'autre qui influence la psychologie. C'est de toute façon, soit on le fait consciemment, soit on le fait inconsciemment, mais avec la sémantique, avec cet outil sémantique, l'important c'est de voir que, en fait, je parle d'outil, c'est presque un abus de langage, parce que c'est naturel, c'est ce qu'on fait tout le temps. Donc, soit on a conscience de le faire, soit on n'a pas conscience de le faire, comme je disais. Mais c'est la conscience de l'usage des mots et de l'importance de cet usage, le fait que quand je mets un mot, ça va complètement conditionner mon rapport à ce sur quoi je projette des mots, surtout que là, on a fait des cas simples, mais en réalité, on ne met pas un mot sur un humain ou sur une chose. On met des tas de mots, ça va hyper vite tout ça. Donc, c'est pas si évident de mettre de la conscience sur ce processus mental. Le processus mental qui projette des concepts comme ça demande une vraie vigilance de conscience
pour le voir. Et puis, c'est une expérience, c'est comme tout, hein. Au début, on est débutant, on a du mal à repérer, oui, mais c'est quoi les décalages sémantiques qui posent problème? C'est quoi les décalages sémantiques qui sont anodins? Donc, vraiment, c'est tout un apprentissage de guetter ce qui ne va pas. C'est toute une expérience, une habitude aussi de nos réflexes sémantiques, etc. Mais petit à petit, on devient de plus en plus clair, vigilant avec ce système, mais qui est naturel. Et donc, c'est pas la question qui consiste à dire ah, mais alors à quoi ça sert? C'est aussi un manque de conscience que on ne peut pas se demander à quoi ça sert. Il faut regarder que ça sert tout le temps et que c'est opératif tout le temps. Oui, c'est opératif tout le temps. Ça a des conséquences tout le temps. Donc, c'est vraiment de la conscience de soi de base, en fait, mais c'est de la conscience du mental. C'est juste que là, on est vraiment sur la couche basse du mental. C'est le dictionnaire et l'importance du dictionnaire qui va complètement piloter le système de pensée, qui pilote du coup le flux et du coup nos décisions, mais aussi nos émotions, etc. Je viens de penser à une phrase que tu dis dans une de tes vidéos, c'est la carte n'est pas le territoire. Oui, On est un peu là-dessus, quoi. oui, On fait souvent complètement. Bah, la différence, on fait des grosses confusions entre voilà, ce que notre carte indique, mais la réalité, en fait, elle est tout autre, quoi. Et si on en a conscience, bah, ça nous permet de faire moins d'erreurs, je pense. Cette phrase, elle vient de Alfred Korzybski. C'est lui qui a posé la sémantique générale. Donc voilà, on est bien sur le sujet, hein. La personne qui, pour moi, est allée le plus profondément dans la conscience de l'importance de la sémantique, des mots, c'est Alfred Korzybski. Et c'est lui qui a posé cette notion de la carte n'est pas le territoire, qui est très reprise en PNL, parce que la PNL s'est beaucoup appuyée sur la sémantique générale. Donc voilà l'histoire de la métaphore. Ok. Notre langage, c'est une carte. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. C'est une carte et donc on a chacun notre carte. Il y a des avantages, des inconvénients. En aucun cas, la carte n'est le territoire. Personne ne va voyager en marchant sur une carte, hein. On sait que la carte représente le territoire, mais on a souvent peu conscience que notre pensée représente le réel, mais n'est pas le réel. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quelqu'un qui pense je suis français comme une réalité, eh ben, c'est un manque de conscience monumental de son système de pensée. Il n'a pas ce que Korzybski appelle la conscience d'abstraire. C'est une abstraction, je suis français. Ça n'a aucune réalité. C'est une orientation. C'est-à-dire que les mots ne décrivent pas le réel de manière complexe. Ils décrivent de leur mieux le réel. Mais ce qu'il faut surtout voir, c'est que les mots orientent notre expérience. Les mots que je mets vont totalement définir de A à Z mon expérience. Et donc, c'est en conscience de ça qu'on va choisir des mots adaptés qui nous conviennent avec un cahier des charges, donc une définition qui est adaptée. Ouais, je sais que moi, ça m'avait permis de regarder un petit peu mon cahier des charges. Ça m'avait permis d'aller déloger des croyances que j'ai. Ouais, ça m'avait vraiment permis, je me souviens même sur le moment, pendant l'atelier, j'ai eu une prise de conscience, en fait, que j'avais défini pour moi quelque chose que je ne voulais pas. Et je me suis rendu compte, de par le cahier des charges, en allant regarder ça dans le détail, je me suis rendu compte que c'est pas que je voulais pas, c'est que je me sentais pas capable. Et en fait, bah, du coup, ça remet en question Ça. toutes mes directions. Enfin, en tout cas, la direction là-dessus, sur ce sujet, parce qu'en fait, c'est pas que je dois ou que je dois pas faire. C'est que la raison pour laquelle j'avais choisi cette orientation était dictée par une croyance et pas par je veux ou je veux pas, quoi. Donc, ouais, ça change quand même. C'est quand même, ça va vraiment nous permettre de, de, de mieux nous connaître, en fait. Ouais, c'est ce qui est bien, de mieux nous connaître. Donc, intéressant. Et de manière profonde et efficace, parce que Ouais. c'est la racine. Donc, c'est là où on a le plus de pouvoir et le plus de résultats. Et du coup, c'est aussi l'endroit qui est peut-être un peu plus difficile à mettre en place. C'est vite dit, tout ce qu'on dit là, hein, de changer Mhm. ses mots, changer sa sémantique, de Mhm. changer sa façon d'étiqueter. Mais c'est vrai que ce n'est pas dans notre culture, dans notre habitude. Donc, c'est tout un apprentissage. Au début, quand on ne sait pas nager ou quand on ne sait pas faire du vélo, on est maladroit, mais il faut l'expérience pour petit à petit être plus à l'aise. Et là, c'est pareil, plus à l'aise sémantiquement, ça me semble une bonne idée. Bah, ton atelier permet de pratiquer, donc ça donne beaucoup plus de. C'est vrai que là,
en quelques phrases comme ça peut paraître complètement abstrait et déroutant, mais ton atelier, il est quand même très concret, il est axé sur la pratique, donc C'est ça. un peu mieux comprendre. Euh, je voulais qu'on revienne aussi sur, on en a parlé vaguement, mais où je te disais euh, finalement de ce que je comprends, être radical, c'est important, donc aller à la source des choses, en profondeur, à la source des choses. Et en même temps, je te disais, il me semble important aussi, d'autre part, d'apporter une certaine douceur, d'apporter qui a un certain temps nécessaire aussi pour les choses. Et donc, du coup, comment on entremêle les deux, à la fois être radical parce que sans quoi on ne change rien, et à la fois introduire quand même la notion de, bah oui, mais s'il y a un ego, un personnage qui s'est installé, ça peut peut-être être, en tout cas, moi, c'est ce qui me vient, et c'est ce qui doit venir dans la tête peut-être de certaines personnes qui nous écoutent, c'est ah, mais si je tue le personnage comme ça, là, qu'est-ce qui reste? Enfin, il faut peut-être y aller doucement, quoi. Alors, c'est un vaste sujet, ça. Déjà, il n'y a pas de règle. Là aussi, si je mets de la conscience, c'est une décision. Et c'est plusieurs décisions. Et on va voir la conscience qu'on peut mettre. Effectivement, pour moi, c'est une de mes phrases clés. Je dis, en moi, le changement ne prend aucun temps. Ce qui prend du temps, c'est de ne pas changer. Mm. Ça, c'est un de mes présupposés, comme on dit en PNL. J'ai trois présupposés principaux dans mon approche. C'est celui-ci. Le changement ne prend aucun temps. Ce qui prend du temps, c'est de ne pas changer. L'autre, c'est le réel est plus fort que toi. Et le troisième, c'est… mince, j'ai oublié mon troisième. Je l'avais en tête tout à l'heure. Oui, c'est la vérité n'est pas conceptuelle. Voilà, donc ça pour moi, c'est des bases de mon paradigme de pensée. Donc pourquoi je dis le changement ne prend aucun temps? La première conscience à mettre, c'est qu'on est en train de parler de psychologie. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un aspect physique concret, c'est les réseaux de neurones, mais le cerveau, il est assez efficace à les transformer. Hein. Mais principalement, la psychologie, c'est abstrait. Quand les choses prennent du temps, c'est quand c'est du concret. Pour fabriquer une maison, il faut du temps. Pour que mon corps se déplace de là à 300 mètres plus loin, il faudra le temps. Ça ne peut pas être autrement. Le Mm. temps, en fait, d'ailleurs, on ne va pas faire tout de suite de la mécanique quantique, mais le temps n'existe pas en tant que temps. Hein. Le temps, c'est surtout un outil pour mesurer le mouvement. Et le temps est relatif au mouvement. Tonton Einstein nous a expliqué tout ça. Mais en tout cas, oui, pour modifier de la matière, il faut du temps. La psychologie n'est pas de la matière. Et donc, il n'y a pas de temps. Ça, c'est la base. Après, l'autre élément de conscience qui est très important, et je pense qu'il va te plaire et ça va aller dans ton sens de douceur, d'étape, etc., c'est juste que effectivement, des fois, on a besoin de se préparer avant de changer. Je vais prendre une métaphore. Si je veux voyager, là maintenant, je prends mon sac et je pars en voyage. Tu vois, je veux dire, la décision de voyager, elle peut être quasi immédiate. Mais il y a une autre manière de faire, c'est de me préparer à un voyage, de prendre une semaine pour tout décider, comment je voyage, où je vais, je réserve les hôtels, je décide des moyens, je prépare ma valise, je vérifie si j'ai le compte en banque qu'il faut. Voilà. Donc, ça va prendre du temps parce qu'en fait, la préparation va nécessiter plein de matières aussi à modifier, à mettre en place. Donc, oui, se préparer, ça peut prendre du temps. C'est juste important de comprendre que quand je me prépare, je ne change pas. Et je peux assumer d'être quelqu'un qui se prépare beaucoup, longtemps, avant d'agir, avant de prendre la décision. Mais voyager, c'est voyager. Tant que je n'ai pas quitté ma maison, je ne voyage pas. Et je ne peux pas prétendre que je suis en train de voyager quand je fais mes valises, quand je regarde sur Internet les hôtels. Non, je ne voyage pas. Il ne faut pas que je me mente. Je ne suis pas en train de voyager. Je ne suis pas en train de changer. Je suis en train de me préparer à changer. Si le changement, c'est le voyage, c'est ça dans ma métaphore, le lien, hein, c'est important que si j'ai envie de me préparer longtemps, je puisse le faire. Moi, je suis radical, moi, dans ma vie, je vais plutôt vite, mais on n'a pas besoin de faire comme moi. Chacun fait à sa manière, à son rythme. Tu parles de douceur, donc on a totalement le droit et on est totalement légitime à vouloir être doux, à vouloir faire doucement. Du coup, tu vois, les mots se rejoignent, doux, doucement. Normalement, on ne devrait pas dire doucement, mais c'est un abus de langage. Comme quoi, il y a bien un rapport psychologique entre, pour certaines personnes, faire lentement et être doux.
et aller doucement, faire des étapes, être progressif. Jamais je ne dis qu'il ne faut pas faire ça, hein. Je dis juste, ne croyez pas que sous prétexte que vous prenez du temps, vous êtes en train de faire la chose. Vous ne la faites pas. Vous vous préparez à la chose. Et Mais sur ma quand… personnalité, c'est une question de réassurance. Je viens de tilter, en fait. Comme je fonctionne beaucoup avec la peur, du coup, j'ai forcément beaucoup besoin, enfin, c'est ce que je crois, c'est ce que mon système croit, que j'ai besoin de réassurance. Et donc, de ce fait, c'est pour ça que j'en viens à ça. Voilà, je viens de faire le rapprochement, en fait. Mais c'est Et pas parce que moi, je fonctionne à base de ça. Enfin, en tout cas, c'est pas c'est pas quelque chose de définitif, mais en tout cas, voilà, c'est intéressant de prendre conscience de ça. c'est ça. Et on a le droit donc de se préparer. Moi, j'invite à faire cette nuance. On se prépare, mais il ne faut pas qu'on imagine être déjà dans la chose, parce que sinon, éventuellement, on ne part jamais en voyage, hein. Il ne faut pas oublier qu'il y a de toute façon un système de résistance au changement. Ça, c'est absolument clair en psychologie. Et donc, pour moi, c'est là que je mets le plus de vigilance, c'est la résistance. En tant qu'aidant, mon rôle, je suis l'ennemi de la résistance quelque part. Je dois contrer la résistance au changement, puisque quelqu'un qui vient me voir, c'est quelqu'un qui veut changer par définition. Donc, moi, je dois l'aider à changer. Donc, je vais être le représentant contraire de la résistance. Et donc, c'est mon rôle d'identifier les phénomènes de résistance et pas forcément de les détruire, de les casser, mais de les mettre en conscience. Parce qu'encore une fois, on a le droit de résister. On a le droit, donc, comme je dis, ce qui prend du temps, c'est de ne pas changer. On a le droit de se préparer. Et même des fois, c'est très intelligent de se préparer. Des changements qui sont trop hâtifs, trop radicaux, ça peut me mettre dans une situation catastrophique derrière. Comme tu disais tout à l'heure, bon, on a un ego, on vit avec depuis longtemps, et si on le dépasse comme ça, il reste quoi? C'est tout le passage de l'ego à l'être. En général, il n'y a pas de problème, hein. Quand on dépasse un ego, il y en a rapidement un autre qui se met en place. Avec l'identité, avec l'échelle émotionnelle, on voit bien ça, on voit les évolutions des différentes identités virtuelles. Et on peut avoir peur de ça, mais en général, il n'y a pas trop de soucis. Mais ça m'est quand même déjà arrivé, c'est rare, mais ça m'est arrivé de rencontrer des gens qui ont changé trop vite. Pour eux, hein, j'entends pas de mon point de vue à moi, mais pour eux qui ont changé trop vite, qui ont fait des actes trop radicaux et derrière se sont retrouvés en grande difficulté psychologique parce qu'ils n'ont pas assumé les conséquences, ils n'avaient peut-être pas suffisamment C'est compris une préparation du coup, cela. comment. Peut-être que cela avait effectivement ce besoin de préparation. C'est ça. Alors, est-ce qu'ils avaient besoin de préparation ou est-ce qu'il y a une trop grande résistance au changement qui font qu'ils ne changent pas? Ceux-là, j'en ai 3-4 en tête en 19 ans, hein. De fait, je ne connais pas qu'ils aient fini par changer, hein. Donc, ils ont posé des actes, ils se sont mis dans la merde psychologiquement, ils se sont écroulés psychologiquement. Et de ma connaissance, ça s'arrête là. Alors, moi, je préfère penser qu'ils avaient peut-être besoin de plus de préparation, qu'ils ont peut-être changé radicalement, mais c'est peut-être la résistance ultime que de se faire croire que voilà, j'ai changé, maintenant je me fous bien dans la merde pour bien être sûr de jamais changer Ah encore. ouais, ça peut être un moyen de finalement conserver son système pour les Peut-être bénéfices qu'il y la avait. victoire finale de l'ego et de la résistance, Ouais, peut-être. ouais, Je ouais. ne sais pas dire, mais de fait, je n'ai pas par contre en 19 ans de pratique en tête des personnes qui auraient changé trop vite, qui auraient une phase difficile, puis, mais qui finalement auraient fini par changer quand même. Donc moi, je suis témoin de ça tout le temps, hein. Je veux dire, c'est mon métier de voir les gens qui changent, les gens qui changent pas, les gens qui changent un peu, beaucoup. Et donc, j'essaye de témoigner de tous ces cas-là. Et c'est tous ces cas qui me font dire le changement, c'est un déclic. C'est on change ou on change pas. Mais oui, c'est parfois nécessaire, intelligent de se préparer à ce changement. Euh, Par douceur, et puis aussi pour que des fois le changement il soit plus pertinent, ou plus complet ou plus adapté aussi, hein. Voilà. Après, c'est important aussi, c'est jamais blanc ou noir, on n'arrête pas de changer tout le temps. Moi, des changements dans ma vie, j'en ai fait plein, 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 plein. Donc, c'est infini l'évolution, hein, c'est infini le changement. C'est pas comme à un moment donné, ça y est, j'ai changé, et avant, j'avais pas changé, maintenant j'ai changé. Il y a plein, plein, plein de changements. Donc, si tous les changements qui pourraient nous amener à quelque chose de vraiment heureux, vraiment la réalisation de soi, on se prépare 4-5 ans avant chacun, forcément, peut-être qu'une vie, ça ne va pas suffire. Mais peut-être qu'on a plein de vies, donc du coup, c'est peut-être pas gênant. Donc, c'est un choix pour moi. Ce n'est pas à moi de dire il faut changer vite ou il faut changer progressivement. Tu Moi, t'expliques je comment donne ça des… fonctionne. Après, chacun est libre et chacun expérimente, Voilà, bien sûr. Ouais, ouais. Ok. voilà.
Moi, je dis, on peut changer vite, mais je ne dis pas on doit changer vite. Mhm. Ok, bah merci beaucoup pour ces précisions parce que là, du coup, ça met beaucoup de clarté. Beaucoup de Bon, ben, clarté. Je vois bien le, ça y est, c'est clair. Tu l'avais déjà dit, mais tu vois, c'était pas si à l'as, ce truc-là. Donc, voilà. Euh, et puis, bah, pour terminer, j'ai une petite question par rapport à la place de l'humour et de la légèreté dans tout ça, parce que tout ça, enfin, pour moi, c'est sérieux, en fait. C'est sérieux parce que c'est de la responsabilité, et donc, c'est pas, voilà, c'est sérieux. Et moi, voilà, qui vis avec un fond de peur, hein, dans mon ego, voilà, il y a ce fond de peur. Du coup, j'aime bien toujours me raccrocher un peu, voilà. Alors, le rôle de l'humour, de la légèreté, je voudrais que tu... ouais, dis-moi ce qui te vient quand je te dis ça. Voilà. ouais. Donc, ce qui me vient, c'est à quel point c'est subjectif. C'est-à-dire que ce qui va être drôle, ce qui va être léger pour les uns, ça va être lourd et chiant pour les autres. Euh, je dois reconnaître que moi, je ne sais pas pourquoi, mais depuis petit, hein, depuis enfant, ce qui m'amuse, c'est des choses profondes, des choses sérieuses. Je vois bien que pour les autres, ce qui, moi, m'amuse, bah, ça va être austère, chiant, sérieux, tout ça. Ok, pourquoi pas, mais moi, ça m'amuse. Moi, ce qui me fait chier, c'est d'aller à un match de foot, de regarder des trucs à la télé qui sont vraiment trop superficiels, ou d'aller me bourrer la gueule en boîte. Ça m'amuse pas du tout. Je respecte beaucoup, je vois que ça amuse des gens. Moi, pour moi, c'est ça qui est sérieux, qui est chiant, et j'y vois tout le pathos dedans, et je veux bien respecter les gens, mais je vois des fuites, des fuites, des fuites, et pour moi, c'est pas amusant, c'est de la détresse, en fait, ou c'est de la non-profondeur. Et donc, moi, ce qui m'amuse, c'est avant tout, c'est la liberté. La liberté est hyper importante pour moi. Et pour moi, mais c'est mes conceptions. Tout ce que je dis, c'est pas la vérité. Et j'assume de dire comment je vois les choses, mais j'ai bien conscience que pour des tas d'autres gens, ce sera pas comme ça. Mais pour moi, le plus léger, le plus joyeux, c'est la liberté. Il n'y a rien de plus enthousiasmant, de plus éclatant que de se rendre compte que je ne savais pas faire un truc et maintenant je sais le faire. Je ne supporte pas d'avoir ma propre psychologie qui m'empêche par des peurs ou par des colères ou des tristesses de vivre un truc que j'ai envie de vivre. Pour moi, c'est pas concevable et c'est pas léger, et c'est ça qui est sérieux et qui est austère, c'est les fuites tout le temps parce qu'on a peur, ou etc. Donc, euh, j'ai fait une vidéo où je fais la distinction entre s'amuser, se divertir. C'est l'essentiel pour moi de la réponse à ta question. C'est-à-dire, euh, se divertir, il se trouve que j'ai toujours eu conscience que c'était pas amusant et que c'était pas léger et que c'était pathologique, et qu'on y exprime du problème, de l'ego, pas dans un sens de jugement, hein, Oui, oui. dans le sens Une réalité, enfin, en tout cas, quelque chose un fonctionnement. de la souffrance. Je vais m'amuser un soir, mais le lendemain, je me retrouve dans ma merde, et je me retrouve dans mes problèmes, et que je n'ai pas résolu. Et à la limite, j'ai perdu la soirée d'hier que j'aurais pu passer à la résoudre, le problème. Donc, le divertissement, pour moi, c'est pas léger, mais je conçois que c'est très léger pour beaucoup de personnes. Pour moi, c'est de la fuite. Voilà, c'est simple. Et donc, moi, c'est l'amusement, mais au sens de la créativité qui me plaît. Et la créativité implique que je sois libre, que je ne sois pas trop contraint par ma psychologie. Alors du coup, là-dedans, voilà, ce qui va me faire rire à moi, ce qui va m'amuser moi, ce sera différent de d'autres personnes. Donc, on ne peut pas parler de la place de l'humour en général. On peut parler que de la place de mon humour. Et puis, moi, j'invite quand même à regarder, parce que, en même temps, j'ai jamais vu des gens qui, une fois qu'ils ont gagné de la puissance, ils ont gagné de la liberté, eh ben, ça les fait chier. J'ai jamais rencontré ça de ma vie, moi, hein. Il y a toujours une grande joie, une grande légèreté, et même parfois qui fait pleurer les gens. Une des phrases que j'entends le plus, c'est: je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas fait ça avant. Les gens me disent: j'arrive même pas à comprendre dans quel état d'esprit j'étais quand je vivais ça, quand je réagissais comme ça. Pourquoi je n'ai pas changé avant? Moi, c'est plutôt ça que j'entends. Donc, peut-être qu'ils s'amusaient, peut-être que c'était léger pour eux avant. Après, il ne faut pas confondre le léger et le facile. Si on vit beaucoup de peur, si on vit pas la vie qu'on veut, si on est dans le métro, boulot, dodo, moi je veux bien qu'on parle de joie, d'humour. Mais voilà, si c'est juste de l'humour en mode autodérision, voire presque automutilation, pour rire de notre grosse merde parce qu'on ne sait pas quoi en faire,
Ben, c'est ça, je ne vais pas le juger, mais c'est pas pareil de rire ou de s'amuser pour, encore une fois, pour fuir, parce que c'est trop dur ce que je vis, et donc il me faut un peu de temps pour que je souffle et je passe à quelque chose de léger. Ben, je vous garantis que quand vous réglez vos problèmes, ben, vous y êtes tout le temps là-dedans, tout le temps. Ce léger-là, il y est tout le temps. Donc, moi, depuis assez longtemps, j'expérimente ce léger-là et cet amusement-là. Donc, voilà, moi, ce que je peux répondre. Pour moi, tout ça, c'est passionnant, c'est intéressant et c'est léger, c'est facile. Ça m'est relativement reproché. D'ailleurs, souvent, il y a des trucs. Moi, quand je dis aux gens, mais c'est facile, c'est simple. Mon but, c'est pas de leur dire, tu es vraiment trop con, tu comprends pas ce que je te dis. Mon but, c'est de dire, essaye de voir que tu es capable, tu peux le faire. Oui, peut-être faut que tu te jettes dans le vide, mais c'est facile de se jeter dans le vide. Après, on peut avoir peur de ce qui va se passer. Mais si moi, je sais que quand tu te jettes dans le vide, tu vas voler, je vais te dire, vas-y, jette-toi dans le vide, c'est facile. Et moi, j'ai envie d'encourager à se jeter dans le vide parce que je sais que la personne, elle va s'envoler. Mais la personne qui ne sait pas qu'elle peut voler, évidemment qu'elle ne va pas sauter dans le vide. Elle pense qu'elle va s'écraser par terre. Elle ne va pas le faire. Et pour elle, c'est pas rigolo, c'est pas léger, c'est chiant, c'est prise de tête, c'est tous ces mots-là. Et tout ça, je le comprends. Mais c'est important de voir aussi donc, ce phénomène de divertissement et d'humour qui sert à fuir et pas à vivre. Je dirais qu'il y a l'humour de la survie et il y a de l'humour de la vie, je dirais. Et les deux humours sont respectables. Et je préfère quelqu'un qui sait s'amuser, se divertir et se mettre dans de la légèreté de l'humour de temps en temps dans sa vie, plutôt que quelqu'un qui se plaint tout le temps, qui râle et qui est en dépression. On est bien d'accord. C'est beaucoup plus intelligent de se divertir, d'être dans un humour, même en forme de fuite. Donc, c'est déjà plus intelligent. Mais pour moi, encore plus consciencieux, encore plus puissant, encore plus libre, bah, c'est l'amusement plus que le divertissement. C'est une diversion, hein, le divertissement, c'est faire diversion. Voilà les nuances que je mettrais sur l'humour. Pour moi, il n'y a pas un humour, il y a, comme d'habitude, il y a plein de degrés d'humour. Et puis voilà, chacun son truc hein, aussi. Hein. Mhm. Moi, je respecte beaucoup, je veux dire, pour moi, quelqu'un qui est que dans le divertissement, qui est que dans la superficialité des choses, mais qui est heureux, qui fait ces choix-là et qui est bien et qui fait chier personne et qui est bien dans sa vie, je vois pas de problème. J'ai pas de jugement sur ça. Moi, ça me plairait pas 2 secondes, mais je vois pas de problème. Alors, par contre, si les personnes qui sont dans le divertissement de temps en temps, mais qui sont pas heureux, qui pleurent, qui ont l'impression de ne pas vivre, qui sont dévalorisés, etc., ben, qu'elles voient quand même qu'il y a un problème. Oui, comme tu Voilà. disais, le fameux divertissement où tu es dans le divertissement et puis quelque part, il y a une énorme bascule parce qu'une fois que le divertissement n'est plus là, il y a comme un vide ou une souffrance qui arrive derrière. Là, c'est vrai que c'est palpable, le divertissement qui est hyper compensatoire et le C'est ça. divertissement qui est effectivement un choix entre effectivement entre la dépression et le divertissement. Je choisis le divertissement, je ne suis pas dans l'histoire de la profondeur et c'est mon choix, et puis voilà, et c'est comme ça. Mais c'est très différent du manque total de conscience de je me détruis quelque part. Moi, j'appelle ça C'est se ça. détruire. Hein. J'appelle ça se C'est détruire. ça. Puis C'est c'est ça. souvent d'ailleurs lié à du toxique, c'est souvent lié enfin, de mon expérience, c'est souvent lié à des substances qui sont, en tout cas, toxiques à long terme. Donc, Bah, toutes les drogues humaines, c'est de la fuite, c'est des divertissements. Le but, c'est de se voiler quelque chose au lieu de le solutionner. La plupart des gens qui solutionnent, bah, ils n'ont plus besoin des drogues qu'ils prenaient pour pas souffrir et pour pas regarder en face que c'est trop dur, quoi. Donc, que ce soit les drogues médicamenteuses hein, ou les drogues plus shit, coke, héroïne, tout ça, tout ça, ou même la cigarette, le café, ou même le sucre ou la sexualité. Après, il peut y avoir plusieurs types de drogues. Hein. Ça dépend comment on vit la chose. Le fond de la conscience, pour moi, c'est ça. C'est est-ce que je me divertis au sens je fais diversion ou est-ce que je me réalise, est-ce que j'agis, je libère et je vis? Est-ce que je suis puissant à vivre? Et je ne connais pas des gens puissants à vivre pour qui c'est pas léger, heureux, euh, amusant, créatif. merci beaucoup, ça répond bien. Je suis contente d'avoir. Ça m'est venu tout à l'heure, je comptais pas, tu vois, je l'avais pas mis dans ma petite liste, mais je trouve ça fondamental en fait. C'est bien. J'aime beaucoup Bien cette avec réponse, elle me semble juste et effectivement, oui, c'est le principe de la souveraineté. Et puis ça, ouais, ça me parle bien, ça me parle bien. bon, génial.
Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient ajouter, que tu sens, qui te semble important transmettre ou... Il me semble important. Non, on a vraiment, je pense, on a vraiment vu des bases. Au tout début, on a vu le lien avec la société. On a commencé par ça et pour moi, c'était important. Puis après, on s'est reconcentré sur comment on change soi. On peut toujours dire plein de trucs. Pour moi, non, je te remercie beaucoup de tout le voyage là qu'on vient de faire. Non, je pense que pour moi, on a abordé des choses vraiment essentielles. Mhm. C'est Et complet. puis, s'il y a besoin d'approfondir par rapport à tout ce que tu as dit, bah, il y a toutes tes vidéos. Je mettrai quelques liens et puis de par tes liens, les gens verront ta chaîne. Et puis bah, après, il y a tes ateliers, hein, il y a les ateliers que tu proposes. Il y a ton site, être-humain.net, c'est ça? Être-humain.net. Voilà, Être-humain.net. sur être-humain.net. Alors ça, c'est mon site général, mais après, en cliquant, on peut aller sur mon site d'aide où il y a. Et oui, après, oui, j'ai plein d'activités. Donc, en ce moment, les ateliers, j'en ai pas prévu, mais je fais des ateliers, je fais des entretiens individuels. Et donc, je fais maintenant aussi donc, des forfaits avec Durga, c'est-à-dire avec ma compagne, on fait des soins en commun, on aide à deux, on fait même des entretiens à deux, on commence à faire ça, c'est génial. Là, on est en train de faire des accompagnements, donc c'est complètement une autre forme, c'est sur 8 semaines. Je vais animer des cercles de parole d'hommes aussi dans une école comme un oiseau, elle s'appelle l'école. Donc voilà, je fais diverses choses pour qui me viennent et puis pour aider les gens. Tant que ça correspond à mes valeurs, je fais ça. Donc ça bouge. Et puis je suis en train, là je suis en transition, je suis en train d'avoir une autre façon il faut que je trouve une façon de proposer mon aide. C'est pour ça que je fais moins d'ateliers en ce moment. Et il y a des évolutions en cours, mais ce n'est pas déterminé. Donc, je n'ai pas encore pris de positionnement. Je vais peut-être faire des formations en ligne. Voilà. Donc, mais bon, sur mes sites, on voit toutes les propositions actuelles. Dans tous les cas, la constante, c'est que je fais toujours des entretiens individuels pour ceux qui demandent. Voilà, quand vraiment il y a des gens qui ont besoin d'aide, au minimum il y a ça. Et puis des fois, il y a des ateliers, des accompagnements. Voilà, il y a plein de choses. Super. Bon, eh ben, on va pouvoir arrêter là. Merci encore. C'était hyper instructif. Moi, ça m'a fait des bons rappels et puis des belles découvertes aussi. Et puis, je suis super contente de pouvoir le partager voilà, aux gens qui vont tomber sur cette vidéo ou venir volontairement la regarder. Je sais d'avance que ça va faire fuser, voilà, ça va faire fuser la fameuse créativité je suis très très contente de contribuer comme ça. Donc merci encore. Soit-il, espérons que ça se passe comme ça. Mm, mm, C'est de diffuser des connaissances. mm, mm. Merci encore. Merci Laurent et à bientôt. Salut. Salut.